la France, c'est l'Union soviétique en 1985. On est proche de l'effondrement, mais tout le monde y croit encore. Ça va être tellement douloureux la réalité, au niveau des réformes nécessaires, que personne ne va comprendre. Donc ça va être toutes les idées les plus stupides, mais les moins douloureuses, qui vont être acceptées par tout le monde. Les gens n'ont pas compris que dans la vie, ce qu'on développe, c'est sa valeur. Qu'est-ce que je peux vendre comme service ou compétence? Une hyper spécialisation en sociologie du changement de sexe, ça va certainement pas durer longtemps. Quand tu es au SMIC, que tu as 700 € de loyer, que tu n'as rien pour bouffer, tu vas fermer ta gueule quand ton patron va te dire faire un truc que tu n'as pas envie de faire. Quand tu as un an d'épargne devant, tu dis fuck, non je le fais pas. C'est ça la liberté. On ne peut pas avoir deux buts dans la vie. On peut en avoir que un en même temps. Quand vous voulez être champion du monde dans un sport, tu es là pour une seule chose, ton titre de champion du monde. Quand tu es entrepreneur, c'est une entreprise. La France est devenue un sol toxique pour les gens qui veulent vivre libre, les gens qui veulent s'épanouir et les gens qui veulent entreprendre. Le monde est vaste, faut pas hésiter. Salut à tous les deux, on se retrouve encore sur How to Bitcoin. Aujourd'hui, on a l'occasion de refaire une discussion avec Ulrich Génisson, la troisième partie. Il y en aura d'autres, on espère. Aujourd'hui, on veut faire une vidéo un peu plus pratico-pratique de la vie et comment se démerder dans ce monde. Et ça me fait rebondir, genre juste pour le cadrer un peu sur l'actualité, c'est que nous, on avait aussi un mec qui nous aidait à nous cadrer et qui nous a quittés, qui était Charlie Kirk, qui était pas mauvais pour donner des conseils sur la vie de principe. Et j'ai envie qu'on ait aussi notre Charlie Kirk français libertarien et, et peut-être que ça sera avec Génisson. On va voir ce que ça donne. Et tu as beaucoup de choses à nous enseigner sur ta vie, comment tu es passé de la campagne française aux États-Unis et que tu es devenu riche. Parce que je pense que c'est le cas quand même, surtout par rapport à la moyenne française. Donc, je te laisse t'introduire un peu, savoir, parce qu'on n'en a pas parlé dans la première interview et dans les autres, et puis en général, je crois que c'est des contenus qu'on ne retrouve pas forcément sur toi, sur vraiment voilà, ton enfance et comment tu es devenu un entrepreneur et que tu as aligné ta vision du libéralisme avec ta vie dans tous les jours. Alors déjà, merci à vous deux de m'avoir invité une nouvelle fois pour pouvoir m'exprimer sur un sujet qui n'est pas du coup le cœur de mes activités aujourd'hui, mais qui fait partie de mon combat de vie, c'est-à-dire libre et responsable de ses actes dans sa vie, entrepreneur de sa vie. Ça, c'est pour moi, je l'ai compris, je l'ai compris avec le tard, en fait, avec les lectures, mais en fait, je suis né comme ça, je suis né libertarien sans le savoir, parce que la liberté, pour moi, c'est quelque chose d'automatique, de vital. Eh oui, on a une autre activité. Nous, on ne passe pas encore notre temps à siroter des mojitos sur les plages du Salvador avec notre stack de Bitcoin. Non, on n'est pas en train de vous dire de venir nous kidnapper, on est là pour vous parler de Pixelysium, notre entreprise de développement informatique. Comme pour nos tutoriels et nos tests sur les outils Bitcoin, on a décidé de créer Pixelysium avec une philosophie simple. Rendre la technologie accessible et adaptée à vos besoins avec pragmatisme. Vous avez peut-être déjà travaillé avec des ESN, des agences web peu convaincantes ou de simples freelancers. Et vous connaissez la musique, un prix exorbitant, des délais qui ne sont pas respectés, une communication qui ne marche plus, tout ça pour à la fin un résultat qui n'est pas très convaincant. Chez Pixelysium, notre approche est totalement différente. Si vous aimez notre façon d'expliquer Bitcoin, vous allez sûrement adorer travailler avec nous sur vos projets de développement. Notre devise est simple. Concentrez-vous sur l'essentiel et nous nous chargeons de la technique. Durant 4 années passées dans le conseil à Paris et à Genève, nous avons accompagné de nombreux clients tels que les groupes de luxe Kering et Richemont, ainsi que la Fédération française de rugby, et on s'est même attaqué aux entreprises publiques comme la BPI et EDF. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également plein de réalisations à notre actif. Je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vais quand même vous donner une petite idée. Une application mobile de streaming de vidéos privées Scanderia pour Idrissa Berkane, la plateforme de gestion des ventes et des affiliés pour Consensus Network, de nombreux sites web modernes et dynamiques, des boutiques en ligne, des SaaS, des logiciels, bref, à peu près tout ce que vous pouvez imaginer. Bon, et si vous voulez en savoir plus, vous pouvez visiter notre site web pixelysium.com ou cliquer sur le premier lien dans la description qui vous permettra de transformer vos idées en réalité en réservant un appel 100% gratuit avec nous, et vous pourrez donc nous faire part de vos idées ou de vos problématiques. Donc merci de me comparer à Charlie Kirk, même si je ne suis pas du tout à son niveau ou quoi que ce soit. Et personnellement, moi, j'ai abandonné depuis longtemps l'idée du débat, parce que pour moi, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, si tu veux, le débat, ça se fait entre des personnes intelligentes, vraiment posées, sensées, etc. Et aujourd'hui, on est arrivé dans un monde de religion où les gens sont prêts à s'entretuer pour leur position, même s'ils ont tort. Et on ne peut pas faire évoluer l'opinion de l'autre par de la discussion, sauf cas exceptionnel.
Mais globalement, c'est très difficile. Donc, je le félicite de s'être engagé dans cette voie qui est la plus logique aujourd'hui. Finalement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est difficile. Merci de m'avoir invité. Donc, voilà, moi, j'ai 47 ans, bientôt 48. Je suis né dans une petite ville, un petit village de la Seine-et-Marne en France. Et la particularité, c'est qu'il n'y avait pas d'argent dans ma famille. Mais vraiment pas d'argent. Donc, mes parents, mon père a voulu devenir artisan, j'avais 2 ans à l'époque. Donc, il est devenu artisan transporteur, un seul camion, un camion acheté à crédit à 18% à l'époque, pour ceux que ça parle. Voilà, il travaille beaucoup, en gros 7 jours sur 7, il est sur la route la semaine et le week-end, il fait l'entretien du camion. Et moi, je nais là-dedans. Et ma mère, entre guillemets, fait les formalités administratives, dirige l'entreprise, parce que mon père est sur la route. Mais ce que je vois tous les jours, c'est mes parents qui travaillent, qui gagnent pas d'argent, ma mère qui pleure parce qu'il n'y a pas d'argent, les huissiers de justice qui sonnent à la porte pour les intérêts, les arriérés, etc. Et c'est moi qui vais ouvrir parce qu'un huissier face à un enfant, il fait rien. Et à 10 ans, je me rappelle, 9 ans, à l'école primaire, je faisais une rédaction sur ces enfoirés de l'URSSAF qui faisaient pleurer ma mère. Donc je connais rien à l'économie, je connais rien à l'entreprise, j'ai 9 ans et j'aime déjà pas l'URSSAF. Voilà. Ça marque à vie, en fait, ce genre de choses. Quand tu as vécu ça, tu es marqué au fer rouge. Donc, il n'y a pas d'argent dans ma famille. Et puis, petite anecdote comme ça, je me prends pour passion d'un sport particulier parce que c'est un sport de riches, mais toujours pratiqué par des pauvres. Donc, ça crée des problèmes. Ça s'appelle le motocross. Je tombe dedans étant tout petit et mes parents n'ont clairement pas les moyens, en fait, de me payer ça. Et donc, je comprends qu'il n'y a pas d'argent. Et là, je me dis, qu'est-ce que je peux faire, moi ? Et j'ai 10 ans. Et je vais vous parler de mon premier business. Je vis à la campagne, donc je connais bien l'agriculture, je connais bien tout ça. Et là, je vois un petit marché qui sort, les tuyas. Les gens construisent des maisons, ils veulent entourer leur maison, il leur faut des tuyas. Qu'est-ce que je fais ? Eh bien, je fais des boutures de tuyas. Ça paraît tout bête, hein. Mais à l'époque, un tuyas, ça se vend 10 francs. Et je récupère 5000 francs en une année. Et ça me paye la moitié de ma moto. Mes parents, j'ai économisé mes Noëls, mon anniversaire, etc. Et ça me paye la moitié de mon premier 80 Honda, 80 CR de l'époque, d'occasion, grâce à ce travail. Et c'est là que je comprends en fait qu'on peut, même en étant un enfant, faire quelque chose pour gagner 3 francs 6 sous et améliorer ou financer des projets qui nous tiennent à cœur. On n'est pas dépendant de ses parents, on n'est pas dépendant du système. On peut faire des choses. Et c'est comme ça que je commence, en fait. Et ensuite, du coup, là, tu nous disais, c'était du coup vraiment là, c'est l'enfance avant de commencer l'école, même vraiment, parce que bon, la primaire, c'est anecdotique. Ensuite, après, au niveau du cursus scolaire, si je dis pas de bêtises, l'école, ça a donné quoi pour toi? Alors, pour l'anecdote, si tu veux, moi, je ne viens pas d'une famille d'intellectuels. J'étais plutôt pas trop mauvais à l'école primaire. Ça devient une catastrophe au collège et je suis officiellement ce qu'on appelle un cancre. Ok. Donc, on me classe rapidement dans les cancres. Donc, j'étais capable, si tu veux, d'avoir des 18, 19 en maths, 0 en allemand parce que le prof me plaisait pas, etc. Bon. Donc, évidemment, quand on est dans cette condition-là, eh bien, on m'envoie vers la filière technique. On me dit, bah, ça fera un apprenti. Par chance, j'étais déjà passionné par le bois. Et tu vois, j'ai fait d'autres petits business quand j'étais enfant, puisque passionné par le bois, passionné par le motocross, eh bien, je fabrique des choses. Alors, je ne sais pas si on pourra montrer des photos, je te les enverrai tout à l'heure. Je faisais des petits tabourets en bois pour que les motos de motocross puissent être posées dessus. À l'époque, ça faisait un carton parce que ça n'existait pas à la vente. Et moi, je les fabriquais à la main. Autre petit business, tu vois, à l'époque, je ne suis même pas apprenti menuisier encore, j'ai 13, 14 ans. Je fais ça spontanément. Et puis, donc, à l'âge de 16 ans, j'entre en apprentissage de menuiserie parce que le bois était ma passion et je voulais même devenir ébéniste. Et donc, je deviens apprenti menuisier. À 16 ans, j'ai mon premier travail. Donc, je suis dans le monde agricole, moi. Donc, naturellement, 16 ans, on cherche un boulot. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va travailler à la coopérative. Et moi, je viens d'une époque, si tu veux, où travailler à cette époque-là en coopérative pendant la moisson, c'était génial parce que tu te faisais payer des heures à 200%. C'était une époque où on ne te cassait pas les pieds. Tu travaillais 70 heures par semaine, il n'y avait pas de problème, on le faisait. Tu vois. Donc le samedi, le dimanche, le 14 juillet, la nuit, bim, ça tombe. Et en gros, en même pas 15 jours, 3 semaines, j'ai fait l'équivalent de 2 mois de salaire de l'époque. C'était mon premier job. C'est ma première feuille de paye. Et puis après, donc apprenti menuisier, et je suis bien sûr rémunéré à cette époque-là. Alors, je ne te cache pas que j'ai fait des petits chantiers à droite, à gauche pour augmenter ma capacité à créer de la valeur. Et puis, ça dure donc de 16 à 18 ans.
Et à 18 ans, il y a un événement dans ma vie qui est particulier, puisque dans mon village, si tu veux, j'ai un ami qui est agriculteur, et son fils unique est victime des injections vaccinales contre l'hépatite B. Alors, on va pas répéter le mot qu'il faut pas répéter sur YouTube plusieurs fois. Clairement, c'est une victime des injections. Il tombe malade 15 jours après, et son père vient me voir en disant « Dis donc, toi, t'es sérieux, tu sais conduire des camions, tout ça ?» J'ai 18 ans, hein, j'ai à peine de permis. Et tu vas venir m'aider à faire la moisson. Et c'est comme ça que je me retrouve à conduire 40 tonnes de tracteurs agricoles, moissonneuse-batteuse, etc. Et pour donner une idée, feuille de paye de ce moment-là, j'ai ressorti mes feuilles de paye pour vous donner des chiffres qui sont factuels. 4 SMIC en un mois. 322 heures de travail sur un mois de travail. Punaise. OK ? Donc tu dors 3-4 heures par nuit. Hein. Bien sûr, ça défie... Alors maintenant, il y a prescription, donc je m'en fous. Ça défie toutes les lois du travail, ça défie tout ce qu'on veut. À cette époque-là, il commençait à y avoir un inspecteur du travail dans ma région qui tournait, qui voulait s'attaquer au monde agricole. Parce que on respecte rien, si tu veux. La moisson, quand il faut la faire, c'est tout de suite, c'est pas étalé sur 6 mois. Ces gens-là, c'est des fonctionnaires, ils comprennent rien. Voilà comment ça s'est passé à mon époque. Pour te donner une idée, à cette époque-là, quand je descends du tracteur, je m'arrache les ligaments de la cheville. Je descends un peu vite du tracteur, sur une pierre, un truc bête. Je finis ma journée comme ça. La nuit, je vais à l'hôpital. Ils me plâtrent. Le lendemain, je suis retourné au travail. Et je faisais entre les tracteurs avec des béquilles. J'ai 18 ans. Le lendemain, il y a un autre agriculteur qui nous dénonce parce qu'il y a un chauffeur agricole qui travaille avec un plâtre. Et je me retrouve avec l'inspection du travail qui est dans la cour de mon ami qui m'emploie. Et là, je lui dis, j'ai 18 ans. Toi, tu remontes tout de suite dans ta voiture ou je te fais une tête au carré. C'est réglé. À cette époque-là, ça se passait comme ça. Maintenant, bien sûr, ça prendrait des proportions administratives énormes. Mais c'est comme ça que j'ai pu, à 18 ans, avoir suffisamment d'argent pour me payer mes motos de motocross. J'avais un petit camion pour trimballer mes motos. Et une de mes premières voitures, je suis allé en Allemagne acheter une Porsche 244 Turbo, qui était à l'époque une très belle voiture. J'aimais les belles voitures. Et je l'ai payé cash. Voilà, parce que 18 ans, j'ai déjà... de façon évidente, compris une chose. L'argent dans la vie, c'est un problème à régler. L'argent, pour moi, n'a jamais été un but. C'est un problème dans la vie quand on n'en a pas. Donc, c'est un problème à régler. Et puis, deuxième point, la liberté est pour moi le crédit, la dette, c'est l'esclavage, la servitude, quoi qu'il arrive. Donc, je suis marqué au fer rouge avec ça. Et tout ce qui va suivre dans ma vie, en fait, est canalisé par ces points précis de ne pas dépendre de l'argent et ne pas avoir de dette. Avant de poursuivre sur la suite, si pour ceux qui nous écoutent, qui auraient, tu vois, là, 18, 20 ans peut-être, et qui se retrouvaient dans cette situation, et je pense qu'il y en a beaucoup à qui ça fait écho, et qui aimeraient se retrouver dans cette situation, enfin, en tout cas, qui aimeraient s'en sortir, comment tu penses qu'il y a de la place encore aujourd'hui pour faire ça en France ? Tu penses que c'est possible ? Parce que tu disais que c'était à une autre époque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est faisable ? Un point important déjà. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais un cancre à l'école. Et qui a décidé ça ? Quelques professeurs. Ils s'imaginaient que j'avais pas le niveau pour aller faire des études. Et c'est vrai que je n'avais même pas envie, en fait. Moi, j'étais naturellement un manuel, la mécanique, la menuiserie. J'étais pas un intellectuel. Bon. Et par un test de QI aléatoire dans mon CFA, j'apprends que je suis surdoué. Okay. Et je savais même pas ce que ça voulait dire. Tu vois ? Au potentiel, maintenant c'est très à la mode. À l'époque, on savait pas ce que c'était. Et j'ai appris en fait ce que ça voulait dire. C'est rigolo parce que quelqu'un d'important dans ma vie qui s'appelle Jeanne Chiofaction, qui a été la pionnière sur les surdoués en France, en particulier chez l'adulte, etc., qui a mis en évidence que la majorité des surdoués sont en échec scolaire en France parce que le système scolaire français n'est pas capable de les comprendre. Quand j'ai lu ce livre, je l'ai redonné à ma mère, j'ai dit ça c'est mon mode d'emploi. Et c'est quand j'ai lu ça que j'ai littéralement changé de vie et que je me suis mis à vouloir rattraper mon retard. C'est là que j'ai commencé à lire beaucoup, c'est là que j'ai compris que je pouvais apprendre tout seul, et c'est comme ça que je pouvais devenir de façon autodidacte une autre personne que ce que la vie m'avait proposé au début. Je me suis réinventé, si tu veux, par ça. C'est à partir du moment, et je voudrais dire aux gens qu'à partir du moment où on vous répète que vous êtes un demeuré, ou un abruti, ou un idiot, vous en devenez un. Quand tu as la chance d'avoir des parents qui croient en toi, qui te disent tu peux faire ça, c'est pas la même chose. Mais quand tu as des gens qui te rabaissent, en particulier à l'école, tu peux le devenir. Moi, je dis qu'on est tous libres, on est tous responsables, et c'est de notre responsabilité de nous former et de devenir ce que nous voulons devenir. Voilà.
Ça, c'est important. Et à 18 ans, donc, je switch et là, j'apprends plein de choses. J'apprends l'économie, j'apprends la monnaie, j'apprends le trading, j'apprends. Juste pour revenir là, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à quelque chose sur le fait que si on te répète assez de fois que tu es par exemple débile ou ce genre de choses, tu le deviens. Et par effet ricochet, un peu en effet de bord, il y a la même chose avec toutes les injustices, comment on appelle ça, les discriminations positives, où en fait Oui. tu vas considérer l'autre, que l'autre a besoin d'une aide, d'une assistance pour faire telle ou telle chose. Ça peut être une prime, un accès facilité à telle université. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas dire non, mais toi, t'as pas le niveau en fait des autres personnes et tu vas devoir avoir besoin de nous. Bon, souvent, ça va être l'État. Et en fait, la personne va s'adapter à ça au fur et à mesure. Elle va pas essayer de mettre la barre plus haute. Elle va se dire non, en fait, je peux la descendre. Et au fur et à mesure, en fait, il s'adapte à ces nouvelles contraintes. Et tu te retrouves avec une bande de personnes qui sont assistées, quoi. Assister est stupide. La discrimination positive, ça vient des États-Unis. Et pourtant, je suis un grand amoureux de ce pays. Ça a été vraiment une des mesures les plus stupides qu'ils aient pu mettre en place. Hein. Dans discrimination positive, il y a discrimination quand même. Hein. Ouais. Donc, à un moment donné, on se retrouve à avoir littéralement des gens qui n'ont pas le niveau, à qui on va donner une place dans l'université, et à côté de ça, on va refuser une place dans l'université parce que, par exemple, les Asiatiques, les Chinois en particulier, se font littéralement refuser de toutes les universités parce qu'ils sont trop bons. Donc, comme les Asiatiques sont trop bons, on les met de côté et on va mettre des médiocres qui vont prendre leur place. Voilà. Ouais. Le principe même des États-Unis, en fait, c'est une récompense à celui qui sait travailler, qui va se donner. C'est une récompense au travail. Et la discrimination positive, c'est exactement l'inverse, en fait. On est dans les quotas soviétiques les plus stupides. Et du coup, pour revenir à ce que je disais, tu penses du coup qu'en France, ça reste possible aujourd'hui, du coup, que quelqu'un qui nous écoute... Alors, je vais donner une anecdote. Il y a, je sais plus, environ 7 ans, 8 ans, j'étais en voyage en train de Paris vers Londres avec une de mes nièces. Et puis, en discutant avec elle, je lui raconte mes petites histoires de business. Ça tombe pile à son âge, quoi. Elle me regardait avec des grands yeux. J'ai dit, ouais, bah, par exemple, pour toi, on peut faire un business. Et là, sur un petit carnet, je lui sors le business plan, quoi. Qu'est-ce que je lui propose de faire? C'était au moment où on se mettait au kombucha, tout ça. Il n'y en avait pas en France. Bah, je lui ai dit, voilà un business de kombucha. Donc, si tu veux, je te fais ton fonds d'amorçage. Donc, je lui payais les bouteilles, les étiquettes. Je lui avais dessiné une marque. On pourra mettre une photo aussi. C'était Burgundy, le kombucha de Bourgogne. Voilà. Donc, l'idée, c'était que par son épargne, elle puisse payer le sucre, le thé pour faire le kombucha, qu'elle comprenne qu'il y a un capital matériel qui va être le vinaigrier, par exemple, ou les bouteilles, et qu'elle comprenne que tout ça, bah, ça va lui coûter une certaine somme d'argent qu'elle va pouvoir multiplier en vendant son kombucha. Voilà, ça a été son premier petit business. Bien sûr, on parle en dizaines d'euros ou peut-être une centaine d'euros, mais le principe, c'est le même. Tu rajoutes des zéros, mais c'est toujours le même principe. Et aujourd'hui, c'est toujours possible. Un enfant, il peut faire ça. Exemple second, aux États-Unis, tu as littéralement le business pour les enfants qui est encadré et protégé. Un gamin de 14 ou 15 ans qui veut créer une société, en France c'est une SARL, aux États-Unis c'est une LLC, mais ça revient au même. C'est possible. Je dis autorisé directement, c'est pas les parents qui signent à sa place, hein. C'est le gamin qui signe. Et puis il y a tout un tas de cadres, par exemple, où pendant 86 jours par an, ils vont avoir la possibilité de vendre sans la moindre autorisation, licence ou quoi que ce soit. Concrètement, un môme de 15 ans, et ça je le vois, moi je le vois tous les jours, enfin surtout le week-end, les petits business des gamins. À la télévision, tout le monde a déjà vu les stands de limonade qui sont tenus par des enfants. On peut aller un peu plus loin. Là, c'est de l'argent qui est directement produit et qui appartient aux enfants. 86 jours par an, ils peuvent produire, par exemple, des cookies à la maison, les vendre dans la rue et garder l'argent. Alors, on n'est pas dans un business en multimillions de dollars, mais l'idée, c'est de comprendre qu'un enfant peut être entrepreneur de sa vie, mettre du capital, faire des bénéfices, payer des factures, tout ça. Voilà. Donc, il peut le faire. Alors, bien sûr, en France, c'est un peu plus compliqué de le faire officiellement, mais officieusement, il y a toujours moyen de s'arranger. Je connaissais pas ça, mais c'est vrai qu'on en entend souvent parler avec les enfants acteurs ou ce genre de choses qui peuvent au final avoir des revenus, bien que souvent ils sont quand même sous tutelle, un peu, surtout quand ça devient des gros montants. Mais tu as mentionné 86 jours, en fait, aux États-Unis, il y a une période en fait autorisée, et puis après ça devient toute l'année, on dit que c'est... Non, c'est parce que, en fait, alors déjà, premièrement, il y a la législation américaine et ensuite, tu as chaque État qui a sa propre législation. Mais la législation américaine, donc pour tous les États-Unis, interdit aux États, littéralement, de les faire chier, en particulier sur les licences. Par exemple, il y a certains métiers aux États-Unis, comme coiffeur, c'est tout bête, mais pour exercer le métier de coiffeur, il faut avoir une licence de coiffeur.
Bon, eh bien, quand c'est un business qui est tenu par les enfants, ils sont pas obligés d'avoir cette licence. Ok. Tu vois? Donc, on a fait un cadre littéralement légal pour que les enfants puissent avoir un business aux États-Unis. Ok. Alors, c'est souvent, ça tourne autour de la food. Souvent, ils vont revendre un petit truc, ils vont cuisiner à la maison. Après, il y en a eu qui ont fait des trucs un peu plus sérieux, hein, qui sont passés à la télé. Ils avaient déjà des business qui valaient des millions, qui étaient capables d'être revendus avant même d'avoir 18 ans. Hein. Ça arrive. Mais la majorité, ça concerne de petites entreprises et de petites sommes. Mais après, pour moi, au-delà même de ce que ça génère, pour moi, c'est une école, en fait. C'est un apprentissage, que tu fasses 10, 20 ou 100 000 euros. En réalité, ce qui compte, c'est le parcours. En fait, c'est une école que tout le monde peut tester. Ça rejoint après ce dont je voulais parler, c'est qu'en fait, ça permet aussi de se confronter au marché le plus tôt possible. C'est qu'aujourd'hui, et moi je parle par expérience, par exemple, je me suis confronté au marché à l'âge de 26 ans. Le vrai marché, parce que même le marché du salariat, en France, je le considère presque truqué. Mais 26 ans, tu commences bah, ça fait mal, en fait. C'est pas... Alors que si tu le fais à 12 ans, bah, c'est une petite claque que tu vas te prendre. À 26 piges, tu peux te prendre la plus grosse claque de ta vie. Bon, moi, j'ai eu de la chance, je m'en sors pas trop mal. Mais je me dis, pour la majorité des gens, tu vois, c'est violent, en fait. Mais il y a déjà une vision, tu vois, européenne et américaine. Les Américains ont vraiment ce besoin rapide d'aller sur le marché pour voir, pour faire un demi-tour si besoin. Il y a ce besoin irrépressible d'aller sur le marché. Moi, je l'avais spontanément. Tu vois, par exemple, quand je faisais mes petits tabourets en bois, on montrera la photo. Écoute, je me suis acheté une scie sauteuse, je me suis acheté des lames, je me suis acheté du contreplaqué, j'ai dessiné le truc. Si le dessin que j'ai fait et la pièce que j'ai réalisée, elle est nulle, ou que personne ne veut me l'acheter, ça veut dire que je me suis embourbé des frais, de la matière première, pour rien, qu'il va falloir que je répercute sur le prochain. On parle de quelques dizaines d'euros, là, hein. Mais quand tu as compris le principe, tu peux rajouter les zéros autant que tu veux, c'est le même principe. Donc, tu es déjà formaté à vie. Tu vois, moi, j'ai par exemple une habitude systématique, et je ne conçois pas l'entrepreneuriat autrement, c'est de commencer petit. Commencer en cash, pas de dette, mais vraiment petit. Tu vois, il y a un Français qui habite dans ma ville à Boulder, il fait des crêpes. Il est arrivé, mais vraiment les deux mains dans les poches. Pas d'argent. Et qu'est-ce que tu vas faire? Bah, tu fais des crêpes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté une vieille caravane à 1000 balles, il l'a retapée, et il a fait ses crêpes. Il a grossi pendant 2-3 ans, puis là, maintenant, il a sacré prix. Il a pu acheter son fonds, etc. Il n'est pas arrivé en disant je vais prendre le bail de 24 mois à 4000 balles par mois, plus tout le matériel, je me retrouve à avoir 200 000 $ de dette pour commencer des crêpes, et on ne sait même pas si les gens, ils ont envie de tes crêpes. Tu vois? C'est ce principe, en fait, français, où globalement, il faut tout bien, tout carré, dette maximale, et tu te retrouves littéralement égorgé. Moi, j'aime bien parler de points morts par jour. Tu vois, quand je vois un business, quand je vois un commerce, je veux savoir combien ça lui coûte par jour s'il a 0 client. Et quand je vois des gens qui se mettent littéralement une corde au cou avec ce genre d'entreprise, pour moi, c'est suicidaire. Et on les voit fermer 2-3 ans après. Ce principe de dire je vais lever des fonds, alors en plus sur toute la tech, ça c'est très habituel, on fait un capital d'amorçage, puis après on fait un tour de table, puis après on en fait 10, et au final on n'a jamais rien produit. Toi, je vais te donner un exemple précis dans mon domaine d'activité. Tu as une start-up en France qui s'est spécialisée dans le développement. D'ailleurs, j'ai fait une conférence à l'Académie de médecine où ils étaient invités, où ils voulaient mesurer par un capteur la quantité de graisse corporelle que tu perds quand tu fais un régime. Bon, c'était plutôt orienté régime cétogène, mais pas que. Mais ils ont levé des fonds, ils ont tourné autour, ils ont déposé des brevets, des machins. Pendant 5 ans, ils n'ont jamais rien sorti. Au moment où ils parlaient encore du projet, les premiers à vendre étaient déjà aux États-Unis. Ils ont perdu le leadership déjà, tu vois. À un moment donné, il faut y aller, quoi. Il faut affronter le marché le plus tôt possible. Parce que tu peux faire tous les business plans que tu veux, toutes les études de marketing que tu veux. Il n'y a que le monde réel, le marché, qui va te dire si tu es dans le vrai ou pas. Si tu es dans le vrai, c'est que des clients veulent acheter ton service ou ton produit. Ça me fait penser à une anecdote qu'on a peut-être jamais trop racontée. Mais c'est vrai que je disais qu'on s'est confronté au marché en fait une fois avant, et il y a un moment où justement, c'était Victor et moi aussi, et justement il y a eu un moment où notre vision s'est un peu opposée. C'est qu'on avait eu une idée, on était en 3e année d'école d'ingé, Victor était dans une phase un peu écolo, et moi pas du tout, et c'était un peu le début de la mode du do it yourself. Il y avait Aromazone qui commençait à bien marcher, et par un concours de circonstances,
on s'est mis à faire des sticks à lèvres dans des tubes de colle. UU. Bon, l'idée, elle est absurde, mais en soi, ça marchait très bien, ça nous revenait rien du tout. La matière première, elle coûtait 0. Moi, j'avais fait le tour des écoles primaires pour aller mettre des bacs pour récupérer les tubes de colle. Et après, on les faisait. Bon, on avait monté une asso qui était un écran, en fait. Et voilà, et c'était très rigolo. Et en fait, à ce moment-là, je me souviens qu'on a eu une discussion où Victor, tu m'avais dit, ouais, il faudrait peut-être qu'on commence à avoir des autorisations, ça peut être risqué ce qu'on fait, etc. Et en fait, à ce moment-là, on s'est dit, bah, en fait, non, on s'en branle. Bah, au pire, tant pis. On va le vendre. Oui, il y a peut-être quelqu'un qui va se mettre de la colle UU sur les lèvres, mais normalement, il devrait pas en mourir. Et on verra avec le temps. Bon, après, il y a eu le Covid et on a arrêté parce que c'était quand même une idée à la con. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est vraiment dit, bah en fait, faut essayer de le vendre. Et il y a des gens qui étaient prêts à l'acheter, effectivement. Et c'était un truc qui marchait. Après, est-ce que ça pouvait passer à l'échelle? Je suis pas sûr. Mais c'est vrai que c'était hyper important. Et en vrai, cette expérience, nous, ça m'a convaincu que ouais, en fait, faut se confronter. Parce que si on avait commencé par des tests en laboratoire, de machin, bah alors là, c'était 1 million d'euros. Il fallait un fonds, des tests. Enfin, c'était infaisable. Alors que bon, moi, c'était Breaking Bad. Hein. Je faisais ça dans la cuisine avec avec de l'eau chaude pour nettoyer les trucs. Ça me faisait penser à ça. Et ce sur quoi je voulais rebondir, c'est que tu parles beaucoup de pratique, mais in fine, moi, ce que j'aime bien la théorie quand même, c'est que la pratique que tu décris se reflète dans les théories qu'on défend. On défend à peu près les mêmes théories. Hein. L'école d'économie autrichienne, qui est une école libérale, c'est qu'au final, c'est comme ça que que l'économie est décrite par les Autrichiens. Par exemple, la structure du capital que tu décris, où en fait on va tester, puis après la structure du capital va se rallonger parce que au début je vais acheter mes trucs, c'est comme ça que je vais constituer un prix, etc. Puis t'évolues, puis ça commence à grossir, à se rallonger. Tu parlais même de ta nièce qui accumule avant de dépenser. Donc c'était l'épargne, le rôle de l'épargne. Et voilà, pour tous ceux qui regardent nos vidéos habituellement, c'est des choses qu'on aborde théoriquement, mais dans la pratique, c'est comme ça que ça marche. Et ça se fait en fait. C'est pas un fantasme. Non. Et tu vois, moi, j'ai compris tout ça spontanément, sans rien lire, sans rien savoir. Personne m'a enseigné quoi que ce soit. Au niveau politique, c'était pas les idées qu'il y avait chez moi. Bon. Et j'ai fait tout ça. Et après, j'ai mis la théorie sur la pratique. Je l'ai dit, hein, le premier livre que j'ai lu vraiment sur le libéralisme, c'est Capitalisme et Liberté de Milton Friedman. J'ai découvert l'école de Chicago. Et c'est après, de lecture en lecture, que je tombe sur l'école autrichienne. Mises, Rosbach, etc. Ça m'est pas tombé comme ça. Il y a personne qui m'a dit, tiens, lis ça, c'est de fil en aiguille, en fait. Tu vois Mais c'est pour ça que je me suis retrouvé comme un poisson dans l'eau quand j'ai lu l'école autrichienne, parce que tout ce qui est prôné dans l'école autrichienne en théorie, c'est exactement ce que j'ai fait en pratique avant. Donc, c'est juste une évidence, en fait, que ce soit sur la monnaie, le capital, l'épargne, etc. Quand tu dis à une gamine, tu peux faire de l'argent en vendant du kombucha, imaginons que tu les payes un vinaigrier qui vaut $50 et puis 6 bouteilles qui vont te coûter $10, tu t'arrêtes là et tu dis maintenant, tu vas mettre de côté pour acheter le sucre et le thé pour faire ton kombucha. Pendant 2 mois, elle va essayer d'épargner ces 20 € là. Et puis après, elle va se lancer. Donc déjà, elle va attendre, elle va comprendre que c'est un coût, elle va comprendre qu'il ne faut pas gâcher, elle va comprendre le retour sur investissement, elle va comprendre l'importance de ne pas tout dépenser quand elle va gagner de l'argent parce qu'il faut racheter d'autres ingrédients. En fait, c'est des choses très très basiques qu'on n'apprend pas à l'école. Hein. On t'apprend à compter, à multiplier, à diviser, etc. Mais ce genre de réflexe, en fait, c'est une gestion de père de famille à la base. Pour un petit business, on ne te l'apprend pas. Donc, moi, je pense que c'est important aujourd'hui d'exposer les enfants à ce genre de choses parce que ça en fera des adultes responsables plus tard. Tu vois, par exemple, je te donne concrètement ma réalité. Hein. Je ne suis pas là pour donner des leçons aux gens. Hein. J'ai une aversion réelle pour la dette. Mais vraiment, pour moi, la dette, c'est l'esclavage. C'est-à-dire, concrètement, si j'ai le moyen d'acheter cash quelque chose, je l'achète. Si je n'ai pas les moyens, j'achète pas. C'est pas compliqué. Ou je vais épargner pour l'acheter. Mais ça se voit même dans mon business. Tu sais, j'ai la possibilité financière de consacrer ma vie au régime cétogène. C'est pas le régime cétogène qui me fait vivre. Hein. C'est parce que j'ai cette autonomie financière que je peux consacrer mon temps au régime cétogène. Eh bien, il y a une formation qui est en vente sur notre site. J'ai toujours refusé d'autoriser le paiement en plusieurs fois. J'ai plein de gens qui viennent me dire « Ah ouais, ça sera plus facile par PayPal en 5 fois. » Et j'explique tranquillement aux gens, ça, c'est de l'esclavage. J'explique aux gens, épargnez 3 mois, puis dans 3 mois, vous venez me voir. Je fais un cours d'économie. Alors souvent, les gens ne comprennent pas, c'est vrai. Mais je ne peux pas, moi, dans mon business, endetter les gens. C'est pas concevable pour moi. Ce n'est pas éthique.
Je voulais rajouter juste un truc par rapport à l'école que c'est le business et en fait se confronter au monde réel. Et je trouve qu'une chose aussi que sûrement ta nièce et puis nous-mêmes dans notre enfance, on a découvert quand on a eu nos premières activités et qu'on s'est confronté et qu'on a gagné nos premiers euros via juste notre propre travail, notre activité entrepreneuriale, c'est que d'un coup, je trouve que tu as un stress et une angoisse qui disparaît genre immédiatement et que en fait tu n'avais pas totalement conscientisé mais qui était là et qu'en fait tu te dis mais comment je vais m'en sortir dans la vie avec ce Mhm. monde qui est d'une complexité astronomique dont les médias, l'école, les grands, les présidents te parlent et qui a l'air genre juste infaisable, qu'il va falloir que tu demandes à des grands qui vont t'expliquer. Et en fait, d'un coup, tu te dis, bah ok, comme pour ton histoire là de bouture, et tu regardes juste en fait les échos de ce qui se passe. D'un coup, tu fais un truc, tu gagnes tes premiers euros. Et moi, je l'avais vécu, et peut-être aussi vers ce même âge où j'avais commencé à tondre des pelouses, même à offrir c'était des pâtisseries ou genre de choses avec un ami. On me disait, vas-y, vous pouvez donner l'argent que vous voulez. Bah, il y a eu vraiment un avant-après ces expériences où je me suis dit, mais en fait, même si je rate tout dans ma vie, que je vais rater, au final, c'est ce qu'on m'avait dit de réussir, qui était bah, les études, avoir le bac, avoir ces choses-là. Tu dis, en fait, mais je m'en fous, genre, je peux juste d'un coup faire marcher un peu mon cerveau, prendre 100 euros, aller acheter tel outil, et d'un coup, en fait, je travaille pour n'importe qui dans ma résidence, je mets des petites affiches, et en fait, ça démarre. Et c'est pas beaucoup plus compliqué que ça, et puis à chaque fois, bah, en fait, tu grossis, et ça finit par fonctionner. Et pour en revenir aux études, pour peut-être finir aussi avec ça, c'est que vraiment aujourd'hui, les études, quand tu vois la part de la vie que ça te prend, Mm. et toi au final, tu en es aussi un exemple, genre Mm. si tu les mets de côté, on Mm. se rend pas compte vraiment l'investissement que ça représente et le coût d'opportunité qui est gigantesque. Et Alors moi, ça, ce que tu dis là, il faut vraiment qu'on en parle parce que ouais, pour moi aujourd'hui, c'est un problème sociétal, c'est une vraie révolution. Il faut que les jeunes soient équipés pour comprendre ce que tu dis là et ce que je vais confirmer. Vous avez 14, 15, 16 ans, vous savez pas trop ce que vous allez faire dans votre vie. Bon, premier point, si vous considérez de faire des études, il faut que vous fassiez un calcul très simple. Combien de temps vous durez ces études? Est-ce que je vais pouvoir travailler pendant? Combien elles vont me coûter au total? C'est-à-dire le prix de l'école, éventuellement le prix du logement, enfin tous les frais. Et vous dites, voilà, je veux m'engager dans ce genre d'études. Après mon bac à 18 ans, j'en ai pour 5 ans. Ça veut dire qu'à 23 ans, quelle va être ma situation financière? Est-ce que j'ai des dettes étudiantes sur le dos? Ok, premier point. Si je travaille pendant 5 ans, au lieu de faire ces 5 ans d'études, combien je suis susceptible de gagner? Donc, si imaginons, on fait un calcul avec le SMIC français, ça donne une base. Si tu es capable de faire plus, tu fais plus. Ok? Mais en même temps, tu n'as pas de dette étudiante, parce que ça, tu n'as pas fait d'études. Donc, l'idée, c'est de pouvoir comparer sur un tableau Excel très simple quelle va être ma situation financière à 23 ans quand je suis diplômé. Ensuite, faire une étude précise de qu'est-ce que je peux espérer comme revenu grâce à ces 5 ans passés à faire des études. Et je ne parle pas des chiffres qui sont donnés par les écoles de commerce, qui sont juste là pour vendre. En fait, il faut bien comprendre que moi, je vends une formation en ligne sur Internet sur le régime cétogène. Eux, ils vendent une formation en présentiel à 70 000 balles par an pour avoir au bout un diplôme. C'est la même chose en fait, sauf que eux, tu rajoutes 2 ou 3 zéros. La question, c'est de savoir qu'est-ce que ce diplôme va me donner comme valeur sur le marché dans 5 ans. Parce qu'en plus, il faut comprendre que le monde change très vite aujourd'hui. La robotique, l'IA, la situation d'aujourd'hui, c'est certainement pas la situation dans 5 ans. On le voit avec le dernier rapport de Microsoft qui nous montre tous les métiers qui disparaissent grâce à l'IA et à la robotique. Donc si vous faites des études dans ce genre de secteur, votre valeur, elle est proche de zéro avec votre diplôme. Vous vous retrouvez à 300 000 $ de dette étudiante. Aux États-Unis, c'est très courant. Pour une valeur de zéro, vous ne savez rien faire. En même temps, vous pourriez très bien faire un apprentissage sur un métier manuel, gagner un petit salaire en même temps pour des études qui sont gratuites. Eh bien, à 23 ans, qu'est-ce que vous seriez capable de sortir comme salaire avec cette filière technique et manuelle? C'est ce genre d'exercice qu'il faut impérativement faire avant de faire son choix. et en plus, si tu prends en compte les, les retours, comment ça Les s'appelle, intérêts composés? les intérêts composés de ce que Mmh. tu as pu gagner sur cette période que tu as pu ensuite investir, même si en France,
c'est péché de dire ces mots-là. En fait, c'est juste incroyable, parce que, ouais, comme tu l'as dit, je sais pas, tu prends une école moyenne qui coûte 50 000 euros, plus que tu aurais pu gagner pendant cette période, allez, tu mets juste au SMIC, tu arrives déjà à aller très facilement aux 75 000, plus l'appartement que tu peut-être pas payé sur Paris, que tu vas devoir avoir pour aller à tes études et tout, plus les petits repas, les trucs, les sorties, en plus les gens que tu découvres. Il faut aussi penser à tout l'endoctrinement, hein. Et c'est Charlie Kirk qui en parlait assez souvent. C'est que tu vas pas à l'école pour apprendre, tu vas te faire endoctriner. Bien Dans sûr. le privé, c'est peut-être un peu moins le cas, mais il faut voir tous les gens qui arrivent dans les écoles publiques. Là, c'est une folie. Aux États-Unis, le mouvement woke, il a infiltré toutes les grandes écoles, sans exception quasiment, à part quelques petites écoles maintenant qui s'affichent officiellement chrétiennes et qui ont vraiment revu la sélection des professeurs. Mais on va dire qu'à 98% des grandes universités américaines sont woke, hein. Hmm. Ouais. Donc, Bah, voilà. Victor, en vrai, tu donnes un exemple, mais on peut juste partager le nôtre. Hmm. On a commencé nos études en 2016 d'ingé. Sur 5 ans, on peut dire à la louche que ça a coûté 60 000 euros. Si on aurait pu acheter 20 BTC en 2016 et on aurait 2 millions d'euros aujourd'hui et on n'aurait plus besoin de bosser. Bon, là, là, c'est vraiment l'extrême. Mais à minima, on aurait pu acheter un appartement chacun, avoir 2000 euros, 1000 euros aller de revenus de loyer, et puis aujourd'hui, on aurait déjà 3 appartes. Et... Ou même sur le S&P avec les intérêts composés. Donc, en fait, le coût d'opportunité est énorme. Hmm. Je vais donner une anecdote aussi, parce que tu sais, c'est important de comprendre comment les événements de la vie que j'ai pu, par hasard, vivre, ont façonné ce que je suis et comment j'ai fonctionné. Quand j'étais petit, mon père, qui vient de la filière mécanique, il était apprenti mécano, puis après toute sa carrière chauffeur routier, parce qu'à l'époque, fallait être mécano pour être routier, parce que les camions tombaient en panne, me raconte, quand j'ai commencé ma carrière de mécanicien, 2 mois de salaire, un lingot d'or d'1 kilo. Bon, c'est bon. Ok ? Et moi, à peu près 15-18 ans après ça, après que lui, il l'ait vécu, je lui dis, mais t'es con, pourquoi tu les as pas achetés ? Bah, il connaissait rien alors, il connaissait rien à l'économie, si tu veux, c'était passé comme ça. Et là, je commence à comprendre un peu ce qu'est la monnaie, la valeur, tu vois, ce genre de choses. Et j'ai 10 ans, et personnellement, c'est là que je commence ma collection. Et pour ceux qui sont les plus vieux qui nous écoutent vont comprendre, les pièces de 100 francs en argent. C'était des 900 millièmes. Tous les ans, tu avais souvent vendu à la poste. Tu avais un exemplaire différent. Et j'avais toute une collection, peut-être 30 ou 40 pièces, de pièces de 100 francs en argent. Et je comprenais que quand je les achetais, je pouvais les revendre plus tard, plus cher. Déjà, j'avais pas compris ce que c'était que l'inflation, j'avais pas compris ce que c'était que la fuite monétaire, tout ça, je connaissais pas. Mais spontanément, j'avais déjà compris ça. Et votre génération à vous, vous avez eu Bitcoin, tu vois. Moi, l'or et l'argent, ça fait très longtemps que je suis dessus. Je reste ancré sur à la fois, et je veux surtout pas opposer les métaux précieux et le Bitcoin. Pour moi, l'ennemi, c'est la monnaie fiat. C'est pas ces trois-là. Hein. Ces trois-là, ils peuvent s'articuler ensemble. Je l'ai fait moi-même. Et je trouve stupide, en fait, des gens qui sont sur l'or et qui viennent littéralement chier sur le Bitcoin. Comme c'est autant stupide des gens qui sont sur le Bitcoin qui viennent chier sur l'or. Les trois, or, argent et Bitcoin, ont un vrai rôle aujourd'hui. Et on n'arrête pas de voir les cours. La dernière interview, on était à peine à 40. Là, on est à 45 sur l'argent. 3750 $ sur l'once. Bon, on se rappelle qu'en 1968, on était avec un cours forcé à 35 $ l'once d'or. Hein. Juste pour rappel. Donc, cette génération-là, si tu veux... moi, mon père, par exemple, 2 mois de salaire, il achetait son lingot d'or, il avait sa retraite de payer. Hein. Comme quelqu'un, je l'ai fait moi-même, il y a presque 11 ans, quand tu comprends Bitcoin et que tu te mets dessus, et à 11 ans, quand tu regardes maintenant, bah, t'es tranquille, quoi. Tu vois ? Voilà, c'est tout. C'est la prime aux gens qui s'intéressent au début des choses. Les retardataires, bah, forcément, ils prennent le train en route. Bon, il n'y a pas de mauvaise heure pour le Bitcoin, parce que c'est totalement corrélé à la création monétaire et à l'effondrement de la valeur des monnaies fiat. Donc, plus la monnaie fiat s'effondre, plus le Bitcoin va monter. L'or et l'argent, tu vois. Mais les gens n'ont encore pas compris ça, tu vois. Ne serait-ce que cette notion de fuite monétaire, la perte de valeur des monnaies fiat, 19% des gens ont toujours pas compris ça. Donc, quand tu n'as pas compris ça, tu ne peux pas comprendre l'opportunité de l'or, l'argent ou le Bitcoin. C'est ça le problème. Mais une génération aujourd'hui qui a 14, 15, 16 ans et qui comprend Bitcoin, c'est une opportunité historique. Voilà. Ça rejoint le point sur l'endoctrinement qu'il y a dans les écoles, c'est que tout est fait pour pas que tu comprennes. Les cours, pareil, on s'était partagé là une story de Charlie Kirk où il parlait avec un étudiant, il lui demandait ouais, qu'est-ce que tu étudies, c'est qui les professeurs que tu vois à l'école.
Et il lui demande voilà, s'il voit tous les penseurs classiques libéraux. Il les connaît parce qu'il a fait ses recherches perso, mais à l'école, on lui en parle absolument pas. Alors que c'est les penseurs les plus importants selon nous. Mais au moins, si tu avais une vue un peu objective et que tu voulais les mettre l'un face à l'autre, tu pourrais au moins vers autant des deux. Mais en fait, non, il y a juste une sorte de prisme juste à gauche d'interventionniste et ce genre de choses, sans parler aujourd'hui de tout ce qui est RSE, l'aspect social des entreprises, comment au final, au fur et à mesure, on arrive à compromettre même les boîtes. Et ça, c'était un gros point aussi à l'école, et on l'a vu apparaître au fur et à mesure des années en 5 ans. C'est qu'au début, on n'en parlait pas, mais à la fin, on avait carrément une matière sur ce sujet-là. Tous nos projets devaient avoir un aspect RSE, mais c'était complètement genre, ça avait aucun sens parce que c'était vraiment dans un aspect entrepreneurial de devoir développer un nouveau produit, exactement comme ta nièce. Et c'est comme si à ta nièce, tu disais, attends, avant que tu fasses ton premier euro, tu vas déjà regarder est-ce que ça a un impact sociétal et environnemental. Quel est le bilan carbone du thé que tu vas utiliser pour faire ton kombucha? C'est complètement fou. Et on nous demandait ça, nous. Mais à un moment donné, si tu veux, moi je pense qu'il faut... Le maître mot, c'est être libre et responsable dans sa vie. Ce qui veut dire ne pas suivre aveuglement des conseils ou des recommandations stupides, même quand 99% des gens te le disent. Moi, si tu veux, je suis suffisamment droit dans mes bottes pour avoir 100 personnes devant moi et leur dire « vous avez tous tort ». Et je m'en fous de votre avis. Mais littéralement, l'opinion des gens, je m'en balance. Pourquoi? Parce que quand je dis que j'ai raison, je peux le prouver. Donc l'opinion, on s'en fout. Hein. Toi, si je dis quelque chose et que Thomas Piketty en face me dit que j'ai tort, je m'en balance. Je peux lui montrer mon compte en banque. Tu vois? C'est ça le truc. C'est qu'aujourd'hui, le système est tellement vérolé. Mais tu l'as lu dans tous les ouvrages autrichiens, on le sait très bien. Les experts, les professeurs, les fonctionnaires, les télévisions, etc. ont tous intérêt à ce que le système soviétique français tienne le plus longtemps possible. Parce que c'est des gens qui dépendent d'une rente. Ne cesse de le répéter. Not your keys, not your coin. Not your keys, not your coin. Voilà. Donc, conserver vos bitcoins sur un exchange, c'est mortel. Découvrez le Bitbox O2 Bitcoin Only Edition, l'outil parfait pour reprendre le contrôle de vos bitcoins. Pourquoi confier vos précieux Satoshi à des plateformes d'échange qui peuvent disparaître du jour au lendemain? L'autoconservation de vos fonds n'est pas seulement un choix, c'est une nécessité pour votre liberté financière. Le Bitbox O2, conçu en Suisse, vous offre enfin cette indépendance tant recherchée. Simple d'utilisation, ultra sécurisé et open source, il vous permet de stocker vos bitcoins à l'abri des regards indiscrets et des mains baladeuses. Avec lui, vous devenez votre propre banque. Plus d'intermédiaires, plus de censure, juste vous et vos bitcoins. Et pour noter votre seed phrase sur un backup résistant au feu, à l'eau et à la corrosion, Bitbox vous propose aussi des plaques en métal à poinçonner. Prêt à embrasser la véritable souveraineté financière? Rendez-vous sur bitbox.swiss et utilisez le code promo HowToBitcoin pour profiter de moins 5% sur vos achats. Votre voyage vers l'autoconservation commence maintenant. Quand tu es un journaliste, normalement, tu viens servir tes lecteurs. C'est tes lecteurs qui te payent pour les informer. Aujourd'hui, c'est pas ça. C'est le contribuable qui paye les journalistes, d'une manière ou d'une autre. Donc, les journalistes deviennent le bras armé de propagande de certains intérêts, y compris certains intérêts privés qui sont liés au pouvoir. Aujourd'hui, le capitalisme, à la base, pour moi, il est très, très simple. Hein. C'est des gens qui détiennent des capitaux et qui viennent les jouer, les risquer dans un processus entrepreneurial. C'est tout ce que c'est. Mais quand tu as des entreprises avec des chiffres d'affaires ou des capitaux qui sont en milliards, qui sont totalement interconnectés, dépendants de l'État, tu n'es plus dans une économie, tu es dans un système soviétique. La France, c'est ça. Pourquoi, par exemple, tu as M. Piketty, qui est un demeuré fini, dont on parlait déjà dans le Libre il y a plus de 12 ans, qui passe à la télé, et pourquoi en même temps on n'invite pas un Pascal Salin, par exemple? Pourquoi? Pascal Salin, je me rappelle d'une interview qu'il avait faite François Hollande, là on a du retour, toi, on a du répondant. Mais aujourd'hui, le discours, entre guillemets, libéral au sens large, on ne va pas rentrer dans les détails, il est totalement interdit de plateau télé. Et en même temps, on vient accuser le libéralisme de tous les maux. Tu vois? On vient accuser tout le monde de nazi maintenant parce que tu as eu une idée libérale. Oh, faut regarder le programme économique d'Adolf Hitler pour voir qu'il n'était pas libéral, quoi. Mais lisez-le, putain, mais c'est pas possible, les idées comme ça. Et donc les gens, en fait, baignent dans ça. Ils baignent à l'école, dans les universités, ils baignent dans les médias, ils baignent dans les dîners de famille. En fait, faut comprendre, pour moi, la France, si tu veux, c'est l'Union soviétique en 1985. Tout le monde y croit, hein. On est proche de l'effondrement, mais tout le monde y croit encore. Et pourtant, on a un pourcentage de l'État dans l'économie qui est supérieur à celui de l'URSS. Oui,
Mais on en parlait déjà, il y a Piketty, tu sais, on se foutait de lui déjà il y a 12-13 ans, massivement. Là, il revient avec l'attaque Zuckman. C'est littéralement des demeurés, c'est des gens qui vont avoir le pouvoir parce qu'à un moment donné, si tu veux, je comprends bien. Tu sais, c'est comme un alcoolique, à un moment donné, tu lui dis, oh, il y a le sevrage, mais ça va être violent. Ou alors, on continue à te donner une dose d'alcool qui va te tuer à petit feu, mais comme ça sera confortable. Là, on est dans la phase en France où on continue à alimenter en alcool un alcoolique. Hein. Ça va le tuer. Parce que ça va être tellement douloureux, la réalité, que ce soit au niveau monétaire, au niveau des dettes, au niveau des taux d'intérêt, au niveau des réformes nécessaires, des changements de mentalité que personne ne va comprendre. Donc ça va être toutes les idées les plus stupides, mais les moins douloureuses, qui vont être acceptées par tout le monde. Ouais. Donc tous ceux qui sont vraiment dans l'idée, moi j'invite vraiment, hein, aujourd'hui on est en 2025, moi j'ai quitté la France en 2020, quiconque est jeune, qui veut entreprendre, qui a le souci un peu de conserver sa liberté, mettez en place quelque chose pour vous expatrier de France. Ça va s'effondrer. Et ça va être mauvais parce que les gens ne vont vraiment pas comprendre ce qui va se passer. Moi, je nuancerais juste un point, c'est que je pense qu'en étant conscient de tout ça et en mettant les bons systèmes en place, en étant pas trop ancré en fait sur le territoire, c'est-à-dire ne pas posséder d'immobilier, éviter les enveloppes fiscales sur lesquelles l'État peut avoir la main, ça reste faisable. En tout cas, personnellement, à titre perso, moi, pour être en France, mais m'être détaché, je me dis demain, je peux me barrer. Je prends mes bitcoins et j'ai 2-3 trucs à régler. Ça peut le faire. Après, c'est vrai que j'entends, surtout sur le point de vue, pas que personnel, mais aussi de l'environnement, c'est qu'être entouré de gens qui font la gueule ou qui t'expliquent que la seule solution pour sauver le monde, c'est de venir prendre dans ta poche. Ça, par contre, c'est vrai qu'à part en se barrant, il n'y a pas 36 000 solutions. Mais bah voilà, moi, par exemple, je m'estime bien entouré. Les gens qui me cassent les couilles, je les fréquente pas. Et j'arrive à m'en sortir. Mais ça dépend pas mal des conditions de chacun. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je ne sais pas pour quelle raison, mais j'ai toujours cette capacité, en fait, de façon évidente, à imbriquer des événements qui vont se produire. Et je ne sais pas pourquoi ça se produit toujours. Donc, aujourd'hui, on est dans un système qui, en façade, tient. Il y a beaucoup de gens qui vivent très bien, ils sont fonctionnaires, ils sont retraités, ou ils ont un bon salaire avec un poste de direction, l'argent tombe, ils n'ont pas l'impression que ça va être la catastrophe. Le problème, c'est que c'est un théâtre, ça. C'est un théâtre. La réalité, elle est catastrophique. Et ce que j'imagine, c'est la capacité des Français à mettre au point des mesures de coercition sans limite pour continuer à que ça roule comme ça. Exemple. Aux États-Unis, s'il y a un truc qu'il ne faut pas faire, c'est mentir à l'IRS. Alors là, tu peux faire ce que tu veux. Hein. Tu peux faire un excès de vitesse, tu peux... Mais alors, tu n'as pas intérêt à mentir à l'IRS. Et d'ailleurs, tu prends les grands criminels américains, chaque fois qu'ils ont été en tôle, c'est pas pour les morts, c'est pas pour les trafics, c'est pour l'IRS. OK ? Bon. Quand les Américains te mettent sur la feuille d'impôt, est-ce que vous avez acheté ou vendu des crypto-monnaies cette année ? T'as pas acheté, t'as pas vendu, tu coches pas. OK ? L'année d'après, ils changent l'énoncé. Possédez-vous ? Oui, non. T'as vraiment intérêt à pas mentir sur la question. D'une manière ou d'une autre, ils te défonceront la gueule. Bon. En France, il suffit que tu aies un Mélenchon ou un autre acharné qui passe au pouvoir et qui te dise maintenant, vous allez avoir une fiscalité qui dépend de votre nationalité. Je ne sais pas si tu as étudié la procédure administrative pour abandonner la nationalité française. Dans 10 ans, tu y es encore. OK ? Ouais. Par les accords internationaux, c'est clair que l'abruti moyen qui a 1 million d'euros qui se casse de France, tout le monde s'en fout. Par contre, quelqu'un qui a 100 millions, 500 millions, 1 milliard, qui officiellement va s'en aller, ça va se savoir. Je peux te garantir que s'il a le fisc au cul avec les lois qui vont bien, ça sera une extradition, ça sera une saisie, d'une manière ou d'une autre. Ces gens-là ne sont pas stupides. Si le Bitcoin va à 1 million, 10 millions, 50 millions de dollars l'unité, comme certains prédisent, imagine la nouvelle classe de milliardaires que ça crée sur Terre. Tu crois vraiment que les États et les demeurés de politiciens qui n'ont jamais rien foutu de leur vie à part faire des lois et des taxes, ils vont rester les bras ballants? Donc, il faut comprendre que le pouvoir de coercition de ces gens est pour moi illimité. Quand tu t'es mis ça dans le crâne, tu commences à te protéger de façon intelligente, tu vois. C'est comme si tu dis, j'achète un gilet pare-balles. Ouais, ok, très bien. C'est pour un 9 mm ou un bazooka, tu vois. Moi, je pense que ces gens-là sont capables d'utiliser le bazooka. Donc, il faut, faut être prévoyant. Ouais. Ouais, tu as mentionné là plusieurs fois l'aspect dette.
Et j'aimerais juste que tu reviennes sur pourquoi, selon toi, c'est vraiment un nouveau système d'esclavagisme, bien qu'il a été quand même déjà depuis longtemps dans l'histoire. Pourquoi ça fonctionne pas, ou ça a l'air, mais qu'en réalité, peut-être que tu y perds une sorte de souveraineté individuelle. C'est quoi ta réflexion et comment tu l'expliques? Parce Elle est qu'aujourd'hui, en multiple. France, c'est l'outil par excellence pour s'enrichir normalement. Tu t'endettes, tu achètes ton premier logement, et puis après, c'est comme ça que normalement le Français moyen crée son patrimoine. Déjà, si tu veux, j'avais une aversion à la dette, étant enfant, en connaissant rien à l'économie, parce que je comprenais que c'était le fil à la patte. Tu vois, quand tu as 10 ans, que tu as ta mère qui est en rendez-vous au Crédit Agricole à l'époque, et que tu es en face le directeur de la banque, parce que moi, mes parents, ils m'ont toujours tenu au courant de tout et brinque-ballé partout, donc j'étais au courant de tout, si tu veux. Et quand tu es dans une banque comme ça et qu'on te dit, ah oui, non, mais là, alors les intérêts, c'est ça, le machin, le découvert, c'est pas plus de, je sais plus combien c'était en francs à l'époque, 12 briques, donc en ancien franc, voilà. Et après, ça passe à ça, machin, bon. Tu comprends que tu dois des comptes à quelqu'un, déjà. Quand tu as 10 ans, tu comprends que tu n'es pas autonome. Tu es entrepreneur, mon père était entrepreneur, entreprise individuelle, même pas une société. Il bosse toute la semaine, mais de l'autre côté, tu comprends qu'il doit rendre des comptes à quelqu'un. En l'occurrence, c'était le Crédit Agricole, ça aurait pu être une autre banque. Déjà, premier point. Donc tu n'es pas libre. La liberté, c'est la capacité de pouvoir faire ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux. La liberté, selon Murray Rothbard, c'est la possibilité de faire ce que tu veux avec ce que tu as. Je cite Murray Rothbard, j'ai jamais trouvé mieux comme définition. Et là, tu comprends que la dette t'empêche ça. Premier point. Deuxième point, on a un autre problème. Et là, il faut avoir une couche monétariste de l'école autrichienne. Tu comprends qu'aujourd'hui, on est dans une monnaie qui n'est pas une monnaie saine. La monnaie fiduciaire, la monnaie fiat, la monnaie dette. On crée de la dette, on crée de la monnaie en face. Et c'est illimité. Donc, pour s'enrichir aujourd'hui dans un tel monde, oui, l'effet de levier maximum, que ce soit un x100 sur du Forex, ou que ce soit des gens qui achètent 50 appartements à 20 ans avec 5 000 euros d'apport, ça revient au même en fait. Tu es pris dans une spirale de dette avec une idée simple, que la monnaie va fuir, c'est-à-dire perdre sa valeur, et donc qu'en contrepartie, ton bien va augmenter, la valeur de ton bien va augmenter. Les États-Unis sont construits sur ça. Par exemple, les Américains ne peuvent pas se permettre d'avoir de l'immobilier commercial qui perd 50% de sa valeur. Parce qu'il y a une montagne de dettes qui est adossée à ça, comme collatéral. Même chose avec les maisons. Par exemple, aux États-Unis, n'importe quel couillon peut acheter une maison à 2 millions de dollars avec 2 000 dollars d'apport. C'est ça la réalité américaine. C'est un effet de levier maximum. Tu as des crédits infinis qui sont faits sur ce genre de maison. La personne habite dedans pendant 25 ans. L'idée, c'est que la valeur de la maison augmente tellement qu'au bout de 25 ans, ça te rembourse tout, le capital et les intérêts. C'est une folie parce que ça, c'est une machine que tu peux pas arrêter. Donc en fait, c'est une machine à inflation. Ça marche très bien à la limite, on l'a vu, hein. Moi je l'ai vu de mes yeux, hein. Les accords de Bretton Woods, on voit des États qui sont endettés à hauteur de 10, 15, 20%. Là maintenant, on a du Japon à 250%, on a la France à 130% du PIB, les États-Unis qui sont à 110 ou 115%, ils en mangent 1000 milliards de nouvelles dettes tous les trimestres. Ça s'arrête quand? On voit très bien que c'est au bout. Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il faut vraiment se méfier de Donald Trump dans le sens où il faut pas croire ce qu'il dit. Et Donald Trump, il y a ce qu'il dit, il y a ce qu'il fait, il y a ce qu'il veut. Et il y a toujours un grand écart entre tout ça. Aujourd'hui, je pense que Donald Trump a compris que le dollar tel qu'on le connaît est littéralement mort. Je pense qu'il y a un grand plan mondial où on a compris que les monnaies fiduciaires telles qu'on les connaît, elles sont mortes. Alors, est-ce que les Chinois ont quelque chose à sortir avec l'or? Est-ce que les Américains vont vraiment tout basculer sur de la crypto, peu importe le système, et adosser avec des stablecoins, un système qui va leur permettre de financer la dette et se désendetter en étant les premiers à faire ça? C'est totalement possible. Mais ce que je veux dire, c'est que aujourd'hui, tu es, je sais pas moi, quelqu'un de responsable, tu es un bon cuisinier, tu as 10 ans d'expérience, tu veux t'installer en tant que restaurateur. Tu as 50 000 euros d'épargne que tu as épargné pendant 10 ans. Tu mets ça dans ton fonds de commerce, parce qu'aujourd'hui, les banques, elles prêtent plus à 100% sur un fonds de commerce, et tu vas emprunter 300 000 pour le reste du fonds. Tu es esclave de ta banque. Ton point mort. Là-dessus, bien sûr, tu rajoutes l'URSSAF, les salariés, etc., et tu te retrouves littéralement esclave. Tombe le Covid,
tu es obligé de fermer. Et là, tu mets la clé sous la porte. Mm. Si tu n'as pas de dette, si tu as tout payé cash, tu fais ce que tu veux. Tu vois, c'est pas la même chose. Ouais, tu fais ce que je veux. Alors en France, il y a quand même une nuance, c'est qu'en France, tu as la taxe foncière. Oui, Toutes mais ces ce que je veux conneries, dire, mais- dans les proportions. Oui, bien Dans sûr. les proportions. Tu vois, aux États-Unis, dans ma ville, n'importe quel fonds de restaurateur, c'est $1 million. C'est $10 000 de loyer par mois. Le rendement de ça, il est nul. Si tu es autrichien et que tu regardes les chiffres froidement, mais jamais tu te lances dans un tel business. Quand tu regardes le risque, comment ton risque est rémunéré, est-ce que tu peux gagner? Mais c'est nul, tu vas pas. Ouais. Tu vois, le problème, c'est que toute notre société, elle est aujourd'hui construite sur la dette. Et c'est pour ça que ça fait longtemps que je dis que, par exemple, des entreprises très connues, qui sont connues comme le méchant capitalisme, comme Amazon, par exemple, pour moi, Amazon n'est pas une entreprise capitaliste. Amazon, si tu la mets dans une condition de monnaie saine, par exemple de l'or ou du bitcoin, comme seule monnaie, Amazon n'existe pas. Les rendements sont nuls. Le capitalisme, c'est quoi? Quand tu es capitaliste, que tu as de l'épargne, tu mets de l'argent dans des entreprises, tu risques cet argent, parce que des entreprises, ça coule, et en échange de ce risque, tu es rémunéré. Aujourd'hui, les grandes entreprises ne rémunèrent plus. Amazon a jamais sorti un coupon. Jamais. Et des entreprises comme Tesla, etc., c'est la même chose. Tesla a beau être une immense entreprise, très performante, les meilleures voitures électriques du monde, probablement. Elon Musk, il a mon respect le plus sincère, très bien. Là, il va nous sortir des robots qui vont être ultra performants, qui vont remplacer une grande partie de l'humanité, très bien. Mais de l'autre côté, c'est juste une machine à manger du capital. Aujourd'hui, si tu n'as pas des fonds d'investissement en permanence et de la création monétaire pour acheter ces titres et leur faire monter leur valeur, ça ne marche pas. Aujourd'hui, les entreprises comme Apple, etc., n'ont jamais autant racheté de leurs propres actions. C'est des entreprises qui génèrent en rien. Tu vois, pour moi, c'est anticapitaliste, ça. Et ce n'est possible que grâce à une monnaie à production illimitée, comme la monnaie fiat que nous avons aujourd'hui. Si tu bascules tout dans une monnaie saine, or, argent ou bitcoin, ça n'existe plus. Parce que l'allocation d'actifs va se faire que moi, je veux bien mouiller cet argent, mais je veux un rendement. Parce que tu n'as pas... Les gens, ils s'imaginent qu'ils comprennent même pas ça. Tu prends le S&P 500. Putain, il n'arrête pas que de monter, le S&P 500. D'accord. Ben, qu'est-ce qui se passe sur le S&P 500 si le S&P 500 n'est plus libellé en dollars, mais en bitcoin? Que descend. Eh ben voilà. Ça change tout. Ou même, par exemple, il y a très longtemps que l'origine de tous les maux sur Terre, c'était une mauvaise monnaie. Parce que c'est un mauvais thermomètre, en fait. Ou même juste diviser le S&P 500 par M2, la masse monétaire M2. Il est flat. Il est flat depuis les années 70. Bon, ça a stylé. Avec l'or, etc., ça revient au même. Tu peux coter le S&P 500 en or et tu vois les choses différemment. Et tu te rends compte, en fait, de cette dépendance à la création monétaire. Et ces grands schémas, ces milliers de milliards, etc., on peut les rapporter à l'échelle individuelle d'un petit entrepreneur ou même d'un père de famille. C'est la même chose, c'est le même fonctionnement. Alors après, l'idée, c'est... Tu sais, c'est un peu comme dire, voilà, ils sont tous dopés, je suis dans un sport, ils sont tous dopés, bah moi aussi, je vais me doper. Ah non, moi, je suis contre le dopage, je reste propre. Bon, et ben moi, j'ai décidé de rester propre. C'est-à-dire que la dette, j'y touche pas. Tu vois, aujourd'hui, le vrai problème de la dette, c'est que la dette, c'est un outil fiscal pour que les riches puissent devenir plus riches. Voilà. C'est ça, aujourd'hui, la dette. Et on a voulu faire croire que c'était à donner aux pauvres pour qu'ils puissent vivre comme des riches. Il est vraiment là le problème. Aujourd'hui, si tu veux, tu as plein de gens qui sont riches en centaines de millions ou en milliards qui payent 0 impôt. Aux États-Unis, je vais te le dire clairement, il faut presque être stupide pour payer des impôts. Parce que tu as un code fiscal tellement complexe que les montages ou les détails font que tout change. Mais vraiment. C'est-à-dire, par exemple, les gens qui sont relativement riches n'achètent plus de voitures personnelles. Ça passe par une LLC. C'est la société qui détient la voiture, la société est déficitaire, renflouée par la holding, c'est défiscalisable, etc., etc. Tu te retrouves à gagner des centaines de millions de dollars, des milliards, et tu payes 0. Surtout avec ils n'ont pas de salaire, ils n'ont pas de dividendes. Tu vois, au lieu qu'une société paye son PDG 1 milliard, par exemple, eh ben, le gars, il va faire une dette adossée dans son entreprise. Son entreprise qui va faire une dette qui va prêter à son CEO, ça va être défiscalisable et il rembourse jamais, en fait. Mais concrètement, dans sa feuille d'impôt, il a eu 1 milliard, il paye 0.
Voilà, ça c'est le code fiscal américain qui n'a rien à voir avec l'Europe ou des choses comme ça. En fait, plus tu montes dans les strates les plus élevées, et moins les gens ils payent d'impôts. Donc quand on te dit il faut augmenter les impôts, ça retombe toujours sur le couillon d'en bas, celui qui est au SMIC, d'une manière ou d'une autre. Après, même en France, au final, avec le système de crédit lombard en général, en mettant tes actions en collatéral, tu peux récupérer du cash défiscalisé. Et ça se fait en France. Et ça, d'ailleurs, j'invite les gens qui s'y sont jamais intéressés. Ça se fait même à l'échelle d'un pecno comme nous, hein. Vous allez sur n'importe quel broker, vous avez des actions, vous pouvez emprunter un équivalent, ça marche, hein. C'est pas réservé qu'aux riches, même si je pense que c'est une idée de merde. Je me méfie toujours de ça aussi parce que, tu vois, pour le Bitcoin, on va l'avoir aussi, ça, hein. Le problème du collatéral, Oui, ça existe déjà. c'est que aujourd'hui, j'achète une maison quasiment à 100% à crédit. Le collatéral, c'est la maison. Hein, ça s'appelle un crédit hypothécaire. Le jour où la maison baisse de 50% en valeur, personne ne me fait un appel de marge, hein. OK ? Par contre, si je mets des bitcoins d'une manière ou d'une autre dans une plateforme, on ne va pas rentrer dans les détails, en collatéral, à partir du moment où il y a une certaine baisse, j'ai un appel de marge qui autorise la personne à vendre les bitcoins. Yes. C'est pas le même sûr. le même risque en fait. Oui, évidemment. Mais d'ailleurs, par rapport à ça, je trouve qu'il y a du coup ce paradoxe en fait, du propriétaire quand tu t'endettes. C'est que tu as l'impression d'être propriétaire, mais en fait, c'est la banque qui est propriétaire. Et toi, en fait, tu mets en gage ta capacité future de travail pour rembourser ce que tu dois à la banque. Banque t'a prêté de l'argent qui n'existe pas. Exactement. Il faut vraiment se dire que parce qu'ils ont clairement une hypothèque. En fait, vous hypothéquez votre force de travail future. C'est pour ça que la notion d'esclavage, elle n'est pas inventée et sortie. C'est vraiment. Et puis c'est une notion aussi de je consomme tout de suite ce que je vais payer demain. Ouais. Tu vois ? C'est ça. Et en fait, c'est une spirale de dette. Par exemple, les Américains sont vraiment pris là-dedans. Juste les derniers chiffres, on a 1200 milliards de dollars d'encours sur les cartes bancaires. Concrètement, tu as une carte bancaire, tu as un certain niveau où tu peux dépenser sur cette carte, il est multiplié par 10 et il rembourse l'encours d'une carte par le pouvoir d'achat d'une autre en permanence. Ce qui fait que ça repousse en fait l'échéance de ce que tu achètes. Aujourd'hui, si tu veux, aux États-Unis, tu rentres dans n'importe quel magasin, sans argent, tu repars avec. Il y a toujours une solution. Tu vois ? Et ça, en fait, c'est pour moi dangereux parce que des gens qui connaissent la monnaie, qui connaissent leur niveau financier, etc., savent où c'est qu'ils peuvent s'arrêter. Mais le lambda qui ne s'intéresse pas à l'économie, mais c'est un piège monstrueux parce qu'il s'imagine en fait qu'il peut acheter tout ce qu'il veut, que de toute façon il pourra payer plus tard. Les Américains sont très bons là-dessus j'ai espoir que demain sera meilleur. Et donc on verra demain, tu vois. Mais ça fait une bulle de dette monstrueuse. Donc l'idée simple, c'est la dette, c'est pour les riches quand ils veulent défiscaliser. Et pas pour les pauvres quand ils veulent vivre comme des riches. Vivez en cash. Vous payez cash les choses, vous payez cash votre télé, vous payez cash votre voiture, vous payez tout cash, jamais en 3 fois sans frais, etc. Si vous ne pouvez pas le faire, ben vous abstenez de le faire. Ça, c'est mon petit conseil. Exemple, tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure, locataire versus propriétaire, il faut faire les choses froidement. Qu'est-ce qu'un bien immobilier aujourd'hui me coûte si je suis locataire de ce bien ? Qu'est-ce qu'il me coûte le même bien si je suis propriétaire ? C'est un calcul à faire. Aujourd'hui, largement aux États-Unis, être locataire, c'est bien plus rentable. Eh bien, les gens s'y mettent un tiers, un quart de ce qu'ils auraient mis dans la traite de la maison sous forme d'épargne, peu importe l'épargne, crypto-monnaie, métaux ou même actions, au bout de 10 ans, il se passe quoi ? Au bout de 20 ans, il se passe quoi ? Il faut faire le calcul. Hein, c'est-à-dire qu'on nous vend la maison comme le but ultime, etc. La maison, elle immobilise juste du capital, hein, c'est tout. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Victor ? Ouais, j'ai zappé un truc, mais j'avais une autre idée. C'est juste, je trouve que il y a. Bah oui, c'est déjà que tu sais, je disais, ça faisait longtemps que c'était interdit dans beaucoup de religions, et notamment chez les chrétiens et dans l'islam, où en fait c'est interdit normalement de faire ce genre de pratique. Bon, maintenant, en fait, c'est accepté partout de pouvoir avoir l'usure, justement, de pouvoir faire des taux d'intérêt sur quelque chose que tu ne possèdes pas, parce que là, en fait, la banque n'a pas d'argent en trésorerie. Et ça me fait vraiment penser à cette vision. Je crois que il y a pas mal de dessins animés, de films en fait qui le reprennent, où en vrai tu as le contrat avec le diable,
où en fait d'un coup il te susurre à l'oreille, il te promet des choses incroyables et en fait il te met un petit contrat, tu as une note en bas où en fait c'est quasiment invisible et en fait il te promet monts et merveilles et là en fait ça va être ta maison, de pouvoir avoir des choses qui sont accessibles qu'aux riches, ce genre de choses et en fait comme tu dis c'est vraiment d'un coup tu deviens l'esclave d'un système que tu ne comprends même pas. Et en plus, confirme-moi, mais il me semble que justement aux États-Unis, par exemple, les dettes étudiantes, tu ne peux jamais en finir. Mais il me Oui, semble que même si tu meurs, tes parents et ta famille est obligé de l'hériter. Il y a un truc comme ça, non? alors, il y a une règle, c'est pour ça que les États-Unis, des fois, les gens, ils en parlent sans bien comprendre ce que c'est. Euh, Quand mon père a arrêté son entreprise de transport, il y avait des dettes. Il a pris un crédit pendant 5 ans pour rembourser les arriérés d'URSSAF. Il est retourné salarié. Il a travaillé pendant 5 ans pour payer un crédit pour les arriérés d'URSSAF. OK? Aux États-Unis, il y a un autre concept qui s'appelle la faillite personnelle, qu'ils utilisent à gogo. Moi, je connais des gens, ils ont fait 3 fois faillite. Ça veut dire quoi, 3 fois faillite? Tu gagnes, mettons, $5 000 par mois, tu roules en Ferrari, tu as une maison de 500 mètres carrés, tu as un camping-car à 300 000 et tu as une résidence secondaire. Bref, tu gagnes 10 000 euros, 10 000 ou 5 000 $ par mois, mais tu vis comme si tu en avais 50 000. Pour une raison X ou Y, ça s'est mal passé, tu te retrouves à avoir une montagne de dettes à payer, pas de problème. Ils prennent tout, ils prennent le camping-car, ils prennent la maison, ils prennent les comptes courants, et tu as officiellement fait banqueroute. Donc, tout ce qui reste en dette, c'est effacé. Ah, imagine, je sais pas moi, tu as $1 million d'actifs, tu as 3 millions de dettes, bah, ils te font cadeau de 2 millions. Voilà. Et ils recommencent. Tu te retrouves à avoir un crédit score. Aux États-Unis, le crédit score est très important. C'est ta capacité à rembourser des dettes. Mais plein de services utilisent ce crédit score. Par exemple, ton assurance automobile, elle est indexée sur le crédit score. Ça va très très loin et tout le monde y fait très attention. Ton crédit score se fait littéralement défoncer. Tu repars à zéro. Tu n'es plus autorisé à avoir de carte de crédit. Il faut repartir avec des cartes de débit. Tant que ton crédit score remonte. Mais 2-3 ans après, tu recommences. En France, non. En France, quand tu es un entrepreneur, un artisan, un agriculteur qui se lance dans une activité professionnelle et que tu te retrouves à avoir des dettes, et dettes, c'est à vie. Aux États-Unis, ça marche pour tout, cette histoire de faillite personnelle, sauf pour 2 choses. L'IRS, les impôts, et le crédit étudiant. Parce que par un jeu de vase communicant, tu as une entité qui est là, étatique, pour prendre en charge ton crédit étudiant quand il ne sera pas payé. Mais en fait, ils ont quasiment le même statut que l'IRS, et c'est pour ça qu'eux, ils vont te poursuivre jusqu'au bout. Ok. Donc encore une fois, ça revient dès que l'État met ses mains... Voilà. Donc les banques, toutes les dettes privées, etc., hop, celles-là, elles vont être effacées. Donc forcément, il y a des gens au bout qui vont perdre. Mais l'État, en dernier recours, lui, va se servir. Ok, Intéressant. ouais, c'est intéressant. Et je voulais réouvrir une petite parenthèse pour rediriger notre audience, si ça vous intéresse, de creuser le sujet sur... tu parlais tout à l'heure que c'était pas du vrai capital, qu'on n'était pas dans un vrai modèle capitalistique, surtout avec les grosses boîtes qu'on connaît. Et nous, on avait fait une vidéo avec Théo Mogenet que j'invite à regarder. On décrivait par exemple la situation de Starbucks, qui était une entreprise financière, qui faisait pas de revenus d'exploitation, mais qui fait des revenus financiers. Et il y avait même eu un débat, à un moment, c'était devenu quasiment une banque, en fait, aux États-Unis, parce qu'ils vendent tellement de crédits. Alors, chez nous, c'est vrai qu'on n'a pas ce système de points, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, chez Starbucks, mais en fait, où tu payes en avance, tu charges une carte pour acheter tes cafés. Et en fait, eux, ils font du revenu financier sur l'argent que vous mettez en dépôt là-bas, et pas en vous vendant du café. C'est pas du capitalisme, c'est des entreprises financières permis par un système de monnaie dette où tu as plus d'initiatives à faire ça. Il y a plein de choses que les gens en France sont pas au courant. Exemple, par exemple, vraiment symbolique pour moi, quand tu as un commerce en ligne, tu le sais. L'autre jour, il y en a un, il a dit, voilà, moi je suis boucher, je crois, ou restaurateur, je me souviens plus, et les banques me prennent 9 000 € de frais bancaires sur les paiements par carte par an. Alors tous les socialistes de merde, ils sont tombés dessus en disant c'est faux, il fait 3 millions de chiffre d'affaires, c'est un enculé de riche, blablabla. Ok, très bien. Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai un intermédiaire de paiement pour les cartes bancaires, je sais ce que ça coûte. Ça coûte une fortune. Exemple concret, ce que vous n'avez pas en France. Aux États-Unis, tu as Mastercard, Visa, American Express, Discover. Là, tu as 99% des paiements par carte. En France, vous n'avez pas de Visa, vous n'avez pas de Mastercard. Vous avez une CB. Quand tu as un terminal de paiement, tu vois très bien la différence. Tous les gens dans le monde entier ont des Visa, des Mastercard ou des... En France, vous avez des CB. Et c'est un système très particulier. Moi, par exemple, avec ma Visa ou mes Mastercard, etc., j'achète un truc, dans la seconde, j'ai une alerte sur mon téléphone. En France, avec le système CB, qui est un groupement interbancaire français, qui utilise le réseau Visa, mais c'est leur truc à eux.
Ils ont leur boîte de compensation. Ça veut dire qu'entre un paiement sortant et un paiement entrant, la boîte de compensation, c'est à eux, c'est français. C'est pas Visa, c'est pas Mastercard. Donc vous avez un système particulier. Aux États-Unis, tu as un autre système qui te prend à peu près 3%, on va dire au sens large, 3% des paiements va pour Visa, pour Mastercard, pour American Express, etc. Donc en tant que commerçant, tu as vendu un truc 100, tu payes déjà 3. OK? Bon. Mais au bout, tu as l'utilisateur. L'utilisateur, lui, il a du cashback. Donc, quand il y a un utilisateur qui paye avec une carte de crédit, une Visa, une Mastercard, etc., tu cherches celui qui va te donner le plus de cashback, ou donc de retour, qui est finalement payé sur ces 3%. Donc, en fait, on pique 3% aux professionnels et on les redonne aux particuliers sous forme de points que tu peux récupérer des mois après. Ça fait des centaines de milliards que les banques font mumuse avec, où l'argent, il travaille, avec levier en plus. En France, vous n'avez pas ça. En France, vous n'avez pas un système généralisé. Tu as une carte de crédit agricole. Déjà, on va te prendre 20 € par mois pour gérer tes comptes. Et en plus, ta carte, jamais on va te mettre 2% de ce que tu dépenses en retour sur ton compte en banque. Donc les Français se font baiser aussi là-dessus. Je crois que ça commence à arriver avec du Revolut. Je me demande si Ouais. on va réussir Oui, mais c'est pas parce que je parle du français. Tu sais, t'as Wiz, Royaume-Uni, t'en as plein. Hein. Puis après, t'as tous les systèmes qui sont plus ou moins construits sur les crypto-monnaies, Bitcoin, etc. Mais je parle du français moyen qui est à la Société Générale, au Crédit Agricole, à la BNP et qui a une carte standard. Lui, il se fait enfler. Parce que de l'autre côté, t'as le commerçant à qui on prend littéralement une fortune sur les paiements par carte. Et l'utilisateur, lui, il n'a jamais rien en retour. Et les gens, en fait, sont pas informés de ce genre de choses. Le cashback aux États-Unis, c'est institutionnalisé. Tu vas sur une simple station-service, tu as les deux prix. Par exemple, en ce moment, le gallon d'essence, il est à 2,99. Ben, tu vas à 2,99 par carte bancaire. Et en dessous, tu as un double affichage, 2,89 si tu vas payer en cash au guichet. Il te donne 10 centimes par gallon si tu payes cash. Parce que le commerçant, il n'a pas à payer le système bancaire. Tu vois ? Aux États-Unis, c'est très courant. Et tu as encore des magasins, des restaurants, tout ça. Si tu payes en cash, ils te font une remise. Ils retirent en fait ce qu'ils auraient dû donner à la banque. C'est encore rare ça, mais ça existe. En Asie, j'ai découvert ça aussi. C'est vrai que c'est super courant en fait qu'à chaque fois que tu payes par carte, tu te dis bah voilà, c'est 3% de plus. Et si tu payes en cash, bah tu le payes pas. Et on parle pas de magouille, hein. On parle pas de magouille aux taxes, à la TVA ou des choses comme ça. Hein. On parle juste de le commerçant ne te fait pas payer les frais bancaires qu'il aura dû payer si tu avais payé par carte. Ouais. On parle juste de ça. Hein. Ouais, moi, je voulais qu'on retombe sur nos pattes, plus ou moins. C'est que, du coup, pour toi, il y a un truc que tu disais au début qu'on n'a peut-être pas trop développé. Tu disais l'argent, c'est un problème. C'est pas une fin. Et c'est vrai que nous, de plus en plus, on essaye aussi de le répéter. Même que ce soit dans l'entrepreneuriat, généralement, tu lances une boîte pour faire de l'argent. Mais en fait, ce qui est assez sympa, c'est le parcours plus que l'argent qui tombe sur le compte en banque. Du coup, ouais, si tu pouvais détailler un peu en quoi pour toi, c'est un problème à résoudre. Parce que c'est ça qui est marrant. Je vais te donner un exemple. Tu me dis, monter une boîte pour gagner de l'argent, pour moi, c'est secondaire. Une entreprise, pour moi, c'est un projet humain, c'est un défi, c'est une cathédrale, c'est quelque chose que tu vas construire, qui peut éventuellement te survivre si tu as des bonnes équipes derrière. Créer ma première... J'ai fait beaucoup de choses dans la vie. C'est pour ça que les gens, des fois, ils ont du mal un peu à me cerner. Et ils se disent, alors lui, il parle de tout, il parle de rien. Parce que j'ai fait beaucoup de choses, je suis passionné par énormément de choses et j'ai toujours eu conscience que j'allais pas vivre assez longtemps pour tout faire. Donc, j'hésite pas à avancer sur plein de plans. 18 ans, je crée ma première société, une SARL. Et de ce projet, créer une équipe pour le championnat du monde de motocross. Ça, c'est ma passion, c'est mon fil conducteur. J'ai 18 ans, j'ai pas de réseau, j'ai pas de connaissances. Je mouille à l'époque 20 000 € cash. Je me rappelle avoir ouvert le compte à la BNP à l'époque. Et le conseiller me dit qu'est-ce que vous voulez comme crédit ? J'en veux pas. Qu'est-ce que vous avez fait avec votre entreprise ? Eh bien, je vais tenter de créer une équipe pour le championnat du monde de motocross. Je cherche 1 million d'euros par an pour financer ça. Et j'ai passé un an avec à découvrir un monde, des gens qui m'ont aidé à faire des relations, etc., pour chercher des sponsors. Il me fallait 1 million en sponsoring pour faire tourner cette équipe. Ce projet a échoué. À 500 000, j'ai pas pu dépasser ce chiffre de 500 000. Et finalement, j'ai arrêté. Donc, c'est un échec. C'est mon premier échec, toi. Première société, mais un échec. Le but, c'était pas l'argent. C'était d'arriver en championnat du monde, de faire une équipe remarquable et d'obtenir le titre de champion du monde pour un de mes pilotes. C'était ça le but numéro 1. Dans la vie, il y a aussi un point super important.
que les gens ne comprennent pas. On ne peut pas avoir 2 buts dans la vie. On peut en avoir que 1 en même temps. Tout est respectable comme but. Mais quand vous voulez être champion du monde dans un sport, faut pas espérer être heureux. Faut pas espérer être en santé. Faut pas espérer avoir du temps libre. Faut pas espérer être riche. Faut pas. Tu es là pour une seule chose. Ton titre de champion du monde. 24 heures sur 24. Quand tu es entrepreneur, c'est ton entreprise. Les gens qui sont vraiment entrepreneurs, j'en connais plein, y compris des artisans. J'ai beaucoup de respect pour les artisans. Le gars, il va être 7 jours sur 7 dans son commerce. 7 jours sur 7 en train d'essayer de développer ses ventes, inventer un nouveau produit, derrière des machines, etc. Et les autres sujets, les autres thématiques, les autres ambitions qu'on peut avoir dans la vie passent à un second plan. Mon ami Jean-Michel Bell, qui va certainement regarder cette vidéo, avait dit une fois à un de ses pilotes, si tu veux avoir une vie heureuse et avoir du temps libre, tu ne cherches pas à devenir champion du monde. Voilà. On n'a pas une vie normale quand on veut être champion du monde. Et c'est pour tous les domaines comme ça. Quand on est, par exemple, simplement heureux, qu'on veut vivre heureux sans stress, peut-être qu'il ne faut pas faire entrepreneur. Et le problème de ce monde aujourd'hui, c'est qu'on s'imagine qu'il ne faut pas faire de choix, qu'on peut tout avoir. On peut être en santé, avoir une vie équilibrée, avoir une start-up qui marche bien en millions. Ça ne marche pas, ça. Et ça, c'est pour moi un point important. Dans la vie, il faut se fixer un but. Il faut tout faire pour l'atteindre. Et puis après, si ce but ne vous convient pas, si vous échouez, vous changez de but. Mais ne pas essayer de courir 2 ou 3 chevaux en même temps. Voilà. Je trouve qu'en fait, on en avait parlé avec un ami, c'est aussi l'équilibre, on essaye de l'atteindre peut-être in fine, mais en fait, pour moi, il faut passer par des déséquilibres profonds. Et qu'en fait, de toute façon, c'est une utopie de croire qu'on peut rester à l'équilibre tout le temps, parce que l'équilibre tout le temps, c'est juste la mort, en fait. Si tu fiches tout. Et c'est qu'il y a des moments où faut frôler le burn-out et se mettre en risque pendant peut-être 6 mois, 1 an. Certains, ils font ça 20 ans, selon ta tolérance à la douleur. Et je vais donner un autre exemple qui va essayer, on va revenir aux enfants justement, ça va être intéressant. Quand je me suis vraiment focalisé sur apprendre tout ce qui concerne la liberté au sens large, et le libéralisme en fait n'est qu'une partie, la liberté, je me suis intéressé à tout, y compris par exemple à l'éducation des enfants. Par exemple, le rôle de l'école à la maison, les enfants qui n'ont pas du tout été scolarisés. C'est-à-dire que leurs parents leur ont fourni ce qu'il fallait pour apprendre, mais sans jamais créer de programme, sans jamais structurer un... tu as plusieurs pionniers, en particulier en France, Monsieur Stern, qui est donc son père, André, lui c'est Arnaud, qui ont écrit des ouvrages qui sont magistraux là-dessus. Et tu t'aperçois que quand tu laisses de façon spontanée un enfant s'intéresser au monde ou s'intéresser au savoir, en fait, il ne fait plus que ça. Donc concrètement, l'enfant découvre l'histoire de France, la féodalité, et pendant des mois, il va lire que sur la féodalité. Après, il va peut-être s'intéresser à la biologie, il va faire que ça. Et je pense sincèrement en fait que pour être efficace, il n'y a que ce mode de fonctionnement. Quand tu es Jeff Bezos, pour qui j'ai un profond respect sur l'empire qu'il a créé en tant qu'entrepreneur, même si je suis critique sur l'aspect capitaliste, en tant qu'entrepreneur, il est respectable. Il dormait dans son bureau. Quand tu regardes comment il a commencé avec ses 100 000 d'apports initiaux, familiaux, etc., il dormait littéralement dans son bureau, qui était une épave. Parce que quand il commence à avoir un problème sérieux sur un problème, il est 24 heures sur 24 dans son atelier, dans son bureau, jusqu'à temps que ça soit terminé. Faut pas lui demander d'avoir une vie familiale équilibrée, une santé exceptionnelle, une alimentation parfaitement maîtrisée. Le gars, il est complètement dans les choux partout parce qu'il est à 100% sur son problème. Et dans la vie, quand on veut vraiment performer dans quelque chose, il n'y a que comme ça qu'on y arrive. On peut pas... Tu vois, moi, par exemple, quand je dois travailler de façon intensive sur quelque chose, je peux pas le faire 8 heures par jour. Mon cerveau, il y est en permanence. Je me relève à 2 heures du matin pour noter une idée. Et quand tu es entrepreneur de ta vie, ça peut fonctionner que comme ça. C'est ton projet, en fait, qui t'avale complètement, auquel tu te consacres. Alors, bien sûr, tu peux réussir ou tu peux échouer. Mais la meilleure façon de l'aborder, c'est comme ça. Tu peux pas le faire en dilettant. Peu importe le projet, peu importe le but dans sa vie. Ouais. C'est quoi ton but actuellement, toi ? Simplement d'être heureux. J'ai aujourd'hui une grande aversion aux problèmes, donc je m'en éloigne le plus possible. Je ne m'engage pas dans des situations qui vont être problématiques. J'ai pas besoin. On en revient à la liberté. Quand tu es au SMIC, que tu as 600 ou 700 euros de loyer, que tu n'as rien pour bouffer, tu vas fermer ta gueule quand ton patron va te dire faire un truc que tu n'as pas envie de faire. Quand tu as 1 an d'épargne devant, je conseille à tout le monde de chercher à avoir 1 an d'avance en épargne. Tu dis fuck,
Non, je le fais pas. C'est ça la liberté. Il faut pas se mettre dans une situation d'esclavage. Quand tu as de l'argent d'avance, pas besoin de millions, ne serait-ce qu'un an d'avance. Avec ça, tu te retrouves à la possibilité de claquer la porte de ton patron, de changer de logement, de te barrer de pays, etc. Quand tu es totalement endetté, des traites de maison, des traites de la bagnole, des traites de la télé, les gens en fait sont embourbés dans tout un tas de chaînes qui les retiennent littéralement dans un pays, dans une zone où ils peuvent rien changer. C'est pour ça que ça va être catastrophique quand la France va s'effondrer. Tu vois, exemple, on a vécu le Covid, on a vécu des soignants qui ont été adulés en 2020 et qu'on a littéralement défoncé pour certains quand ils n'ont pas voulu se faire injecter. On les a mis au banc, interdiction d'avoir le chômage, interdiction d'avoir le RSA, pas le droit de travailler, pas de revenus, littéralement. Les gens, ils n'avaient plus les moyens de vivre. Quand tu as un an d'épargne d'avance, que tu n'as pas de crédit, bah, tu dis, allez tous vous faire enculer. Moi, je vais apprendre un nouveau métier. Au pire, je vais faire des frites chez McDo. Tout le monde peut faire des frites chez McDo. Même Donald Trump, il a fait des frites chez McDo. Et c'est parti. Tu es libre. Moi, personne, c'est jamais arrivé. Personne ne m'a dit, tu dois faire ça, et où j'ai dû me soumettre. Quand j'ai accepté quelque chose, ça a toujours été en pleine conscience. Tu vois, quand j'étais apprenti menuisier, j'ai envoyé chez mon patron, le premier, au bout d'un an. C'était un connard, il m'exploitait entre guillemets parce que tu étais apprenti, donc il avait des aides, etc. Il était bien content, et moi, j'étais pas content parce que j'apprenais pas correctement mon travail. À un moment donné, il a commencé à vouloir me faire chier. J'avais 16 ans et des brouettes. Hein. J'ai claqué la porte, je suis rentré à pied chez moi, j'ai dit, toi, tu vas te faire foutre. C'est fini. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. Et quand tu te mets dans cette position-là, eh ben, il faut organiser sa vie. Indépendance financière, indépendance administrative, plan B, plan C, plan D, plan E, au cas où ça échoue, etc., etc. C'est un peu comme, tu fais de la grimpe à main nue. C'est ta vie, ça, en fait. Il faut assurer toutes tes prises. Parce que si tu loupes une prise, tu tombes, t'es mort. Bah, la vie, c'est ça. Et nous, en France, en fait, on va mettre 50 cordes sur les gens qui vont littéralement les étrangler, un airbag qui va faire qu'ils vont être incapables de prendre les prises correctement, et au final, ça t'asphyxie. Moi, je suis quelqu'un de libre. Et je trouve que c'est marrant parce que j'ai souvent cette réflexion. J'ai l'impression qu'en France, c'est vraiment à son paroxysme. C'est que les gens vont travailler en moyenne 42 ans, à peu près 35 heures en moyenne par semaine, ce qui fait quand même un paquet de temps sur une vie. Mais quand tu vas parler d'argent avec eux et justement de cette recherche de liberté et d'indépendance, ils vont dire oui, mais j'ai pas le temps, oui, mais machin. Mais en fait, tu passes ta vie à faire ça. T'as pas le temps de quoi, en fait. Et moi, je trouve qu'il y a vraiment une dissonance cognitive de fou. C'est que, mais si t'as pas le temps de t'intéresser à ça, bah en fait, si. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu vas faire pendant 42 ans, sinon? Donc peut-être réfléchis maintenant pour avoir à le faire que pendant 20 ans ou à le faire que 10 heures par semaine. Et je comprends pas. Moi, c'est vraiment... je pense que c'est même peut-être le combat d'une vie, c'est d'essayer de comprendre pourquoi les gens ne s'intéressent pas à cette recherche d'indépendance financière, mais au moins juste d'avoir un plan et de se dire, bah, je vais faire en sorte de minimiser ce besoin de travail pour de l'argent, parce que moi, je suis partisan de, on travaille tous toute notre vie, mais c'est juste que le but, c'est de le choisir le plus possible et de pouvoir s'en extraire si on a besoin. Et c'est vrai que je comprends pas. Mais le problème, c'est que là, tu soulèves plein de points qui sont interconnectés. L'argent en France est mal vu. L'argent aux États-Unis est bien vu. Tu vois, moi, j'ai connu des agents immobiliers, par exemple, ils avaient, je sais pas, un Mercedes ML, un X5, c'était à 15 ou 20 ans, c'était des beaux véhicules. Et toute la semaine, ils travaillaient avec une Clio. Parce que s'ils allaient faire visiter un bien immobilier avec leur X5, là, ils avaient le client potentiel, si tu veux, il y avait une sorte d'allergie, c'était épidermique, il va me prendre mon argent. Ici, un agent immobilier qui passe en Aston Martin, mais j'en vois tous les jours. Bah, c'est marrant parce que mon père était administrateur de biens en France aussi. Et il avait une BM série 1, bon, avec beaucoup de chevaux, mais jolie. Il prenait notre Toyota Auris pour aller faire les visites. C'est vraiment l'anecdote, ça me fait rire parce que vraiment, voilà. il prenait une voiture un peu pétée, qui a 100 000 km et qui est cabossée, pour aller faire les visites, parce que sinon, ça rendait moins bien. Donc l'argent ici, c'est un thermomètre, c'est une réussite. Si tu as de l'argent, c'est parce que tu as créé un service ou un produit que les gens veulent, c'est que tu es quelqu'un de relativement intelligent, fiable, etc. La vision en France est totalement différente. Pareil avec l'entreprise. Là, aujourd'hui, la France, pour moi, c'est des salariés qui en ont ras le cul d'être salariés, qui veulent devenir patrons, et des patrons qui en ont ras le cul d'être patrons, parce qu'en fait, c'est des vaches à lait, ils veulent retourner salariés. En fait, tout le monde est mécontent. C'est ça le problème. Et pour moi, la France a fait une sorte d'eugénisme social, où les gens qui sont vraiment entrepreneurs se barrent,
depuis très très longtemps pour aller s'épanouir, faire leurs entreprises ailleurs. J'en ai encore vu un il n'y a pas très longtemps qui expliquait comment il avait quitté la France il y a 25 ans, parce que c'était du moment de Jospin, je crois, de mémoire, ou dans ces eaux-là, où il voulait faire une nouvelle taxe et il a développé son entreprise en Belgique. C'est pas nouveau. Il y en a eu plein comme ça, des grands entrepreneurs français. Et quand tu les multiplies, quand tu les additionnes, c'est littéralement un pays qui se fait siphonner sa valeur. Et pour moi, il n'y a plus moyen vraiment de... Tu sais, à un moment donné, quand tu es jardinier, tu vois une plante qui est en bonne santé, puis tu as le sol. Si le sol n'est pas bon pour faire pousser cette plante, tu peux rien faire. Le sol n'est pas bon. La France est devenue un sol toxique pour les gens qui veulent vivre libres, et les gens qui veulent s'épanouir, et les gens qui veulent entreprendre. Le monde est vaste. Faut pas hésiter. Pour revenir sur ta réflexion, Alex, aussi, pourquoi aussi les gens n'ont pas envie de s'y intéresser. Moi, j'ai l'impression aussi un peu d'expérience sur évidemment quand il y a des choses que tu veux mettre sous le tapis et pas les voir, c'est qu'il y a aussi une sorte d'effet de plus tu as passé de temps à faire une erreur et à pas t'y intéresser, plus c'est dur. Et j'ai l'impression qu'en France, en fait, pour beaucoup, ils ont passé le stade où en fait c'est inconcevable de faire une autocritique de ce qu'ils ont fait pendant des années et d'un coup de se dire en fait j'étais dans la fausse route, direction, et que là en fait ça veut dire qu'il faut que je remette mon plan à jour et je me dise en fait mes idéaux, les idées, ma façon de concevoir le monde, elle est fausse. Et en fait c'est la notion d'argent en fait elle est tellement profonde que de la remettre en considération, c'est super dur. Et deux points importants. Vite, hein, même un mec qui, comme on l'a dit avec les études, qui va sur le marché du travail, déjà c'est presque trop tard. Parce que comme on l'a dit, ça fait peut-être déjà, si on prend même avec le bac, les 3 années au lycée, plus les 5 ans, là en fait il a peut-être déjà perdu une vie. Et là je lui demande de reconsidérer, ok, j'ai tout merdé, faut que je reparte, et c'est la meilleure décision que je puisse faire. C'est ultra dur, je pense. Point important, la retraite. Moi, j'ai commencé à travailler officiellement à l'âge de 16 ans. On ne pouvait pas travailler plus tôt, à mon âge, c'était 16 ans le minimum. Bon, ok. Ça veut dire que je cotise pour la retraite en France depuis l'âge de 16 ans. J'ai quitté la France à 42 ans, donc de mes 16 ans à 42 ans, j'ai travaillé, j'ai cotisé. Et bien, parce qu'il y a eu des phases où la CSG et la RDS, il n'y avait pas beaucoup de gens en France qui vont en payer autant. Quand j'ai quitté la France, j'ai passé ça dans pertes et profits. Ok ? Moi, tu n'imagines pas, quand j'ai reçu le document de la Sécurité sociale français en 2021, m'indiquant que j'étais radié de la Sécu, mais j'étais heureux. Merci. Tu vois ? Tout ça, c'est cadeau. Je le donne au système. Premier point. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter à un moment donné, quand quelque chose est pourri, à couper. Même quand on a fait une erreur. Moi, j'ai fait des erreurs dans ma vie. En te disant, OK, de là à là, j'ai fait le mauvais choix. Je coupe la position, c'était un mauvais choix, terminé, je passe à autre chose, je consacre mon temps à autre chose. Deuxième point, les Français n'ont toujours pas compris que leur système de retraite par répartition, ce n'était pas des cotisations, c'est pas de l'épargne, tu vois. C'est juste une forme de monnaie, de points, qui les autorise à ponctionner les générations futures au moment où eux vont arrêter de travailler. Ce qui sous-entend que quand tu as 20 ans, faut imaginer ton pays dans 40 ans, avec la population, avec la technologie, avec la capacité à créer des richesses, qui va être suffisante pour te donner une allocation pour survivre 20 ans de plus. Non mais attends, ça c'est Madame Soleil. Hein. Surtout que, en plus, là-dedans, tu t'abstrais avec un système par répartition du fait que quand tu capitalises pour toi, c'est que tu as des intérêts composés 40 ans après, alors que là, c'est un transfert de richesse direct. D'une génération à l'autre. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, on arrive à attiser les braises d'une génération soi-disant qui aurait profité, je ne vais même pas rentrer dans le détail, par rapport à une génération qui est sacrifiée. Tu vois ? Et donc, du coup, ça va te faire une sorte de guerre civile entre les générations qui est juste... c'est pas le problème c'est l'État, le problème c'est le système, c'est la répartition, il y a le problème. Et donc, les Américains, ils sont à l'opposé complet. Alors, tu as un système de répartition américain, hein. En gros, mémoire, si tu as fait une carrière complète, tu as un truc comme 1200 balles par mois. Ce qui te permet, en gros, acheter le café et puis acheter 2 steaks. Parce que c'est pas le niveau de vie américain, si tu veux. On va dire que 80 et 90% du système de retraite américain, il repose sur la capitalisation. Donc, eux, ils ont besoin d'une épargne massive, volontaire, entre les individus et les entreprises, en particulier américaines.
Et c'est pour ça que tu as des BlackRock, etc., qui sont si énormes, ou des Fidelity, etc., parce qu'eux, ils captent cette épargne qui est indirectement injectée dans les marchés financiers. Ok. Des systèmes de contrats d'assurance vie, de plans de retraite, ça, c'est le gros du système américain. La répartition, c'est marginal. Ouais, et puis après, même moi, on a fait une vidéo sur le sujet de 15 minutes pour ceux qui voudront la voir, je la mettrai en lien. Mais pour moi, au-delà de l'aspect financier, bon, qui est une aberration, c'est même pour moi, éthiquement parlant, la répartition, on retire la notion de choix. Tu peux pas faire ce que tu veux pour ton futur. En fait, c'est pourri, mais en tellement de points. Et moi, je dis moi, mais avec Victor, on a exactement la même expérience. Ayant travaillé 2 ans en Suisse, moi, j'ai quand même eu une surprise. C'est que, on nous prenait à Genève, c'est 9% de cotisation, ce qui est que dalle par rapport aux 23 français. Donc, déjà, entre ton brut et ton net, c'est magnifique. Mais en fait, sur ces 9%, quelle ne fut pas ma surprise de me rendre compte qu'en fait, en repartant, on a 11 000, 12 000 euros sur un compte qui nous attend parce qu'en fait, c'était de la capitalisation qui nous était prélevée. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le petit bonbon qu'on te lâche. En fait, sur les 9%, je sais plus combien partait là-dessus. Juste un point, en Suisse, c'est pas parfait. On peut les débloquer que sous certaines conditions et dans assez longtemps. Mais au moins, c'est de l'argent à nous et qui peut travailler. C'est déjà un petit peu mieux. Mais il suffit pas d'aller très loin pour se rendre compte de la beauté de la capitalisation. Ça n'a rien à voir. C'est surtout, tu sais, on est dans un monde aujourd'hui où on voudrait opposer le bien, le mal, le blanc, le noir, etc. Moi, je voudrais utiliser 2 autres mots qui est légitime et illégitime. Je travaille, je garde une partie ou je fais garder une partie du fruit de mon travail que je mets pour plus tard. Ça s'appelle de l'épargne. Légitime. J'ai volé personne, j'ai demandé l'avis à personne, ça m'appartient. Basta. Est-ce que c'est bien légitime qu'un État oblige par la coercition une classe d'âge à prendre son argent issu du travail pour le transférer à une autre? Est-ce que c'est pas la définition même de l'esclavage? Voilà. Donc quand on utilise les bons mots, les choses changent. Aujourd'hui, un système par répartition, c'est d'esclavage. Il faut bien se souvenir qu'avant les systèmes de retraite, qui étaient à la base corporatistes, faut s'en souvenir, c'était par corporation, c'était équilibré. C'était des mineurs qui travaillaient pour des mineurs. L'idée, c'était que tu finisses pas dans une mine à la fin de ta vie et que les jeunes prennent le relais et qu'en gros, on t'assure une fin de vie correcte. C'était ça à la base. Et il y avait aussi les enfants, la famille. Tu as eu tout un tas de pays où il y avait de nombreux enfants et les enfants finissaient leurs parents, leurs grands-parents. Et on est arrivé à un système de vol systématique. Aujourd'hui, que c'est légitime que des agriculteurs, par exemple, quand tu regardes ce qu'ils payent en MSA, le monde agricole, il est vraiment symbolique. Je le connais bien, dans tous les sens du terme. Le monde agricole est symbolique. Ce sont des vrais capitalistes. Ils sont assis sur des capitaux. Moi, il y a beaucoup de paysans avec qui, quand je dis paysan, c'est pas péjoratif dans ma bouche. Un paysan, c'est celui qui forme le paysage. Beaucoup de paysans avec qui j'ai discuté en disant, attendez les gars, là, autour de vous, là, vous avez 3, 4, 5 millions d'euros. Les terres, le matériel, les hangars, les machines, tout. Vous vendez tout, vous mettez tout l'argent sur juste un livret A. Vous arrêtez de travailler jusqu'à la fin de votre vie. Donc le paysan, si tu veux, il travaille pour autre chose que l'argent, parce que s'il avait une analyse comptable des choses, ça ferait longtemps qu'il aurait arrêté. Quand tu vois les charges qu'on leur met sur la gueule, en particulier la MSA, quand tu vois ce qu'ils payent, La MSA, c'est la mutualité sociale agricole, quand tu vois ce qu'ils payent, si ça c'était mis sur un compte et qu'à la fin c'était rémunéré, même à un taux des obligations d'État à 3 ou 4%, enfin un truc minable, mais c'est les rois du pétrole, tu vois. Et aujourd'hui, la société française, elle repose juste grâce à ces quelques personnes qu'on peut littéralement saigner parce qu'elles vont jamais se rebeller. Et puis en même temps, tu vois, pour aller un peu plus loin dans le débat, on a fait tout pour rendre dépendants ces gens. Parce qu'un agriculteur, c'est quoi? Un agriculteur, c'est un gars qui a des terres et qui fait quelque chose, par exemple, des céréales, des betteraves, du maïs ou de l'élevage. Et il est censé vendre ça sur un marché. Mais le truc est totalement tronqué. La moitié de ses revenus viennent de l'Union européenne. Ça, c'est la chaîne à la cheville pour que tu fermes ta gueule. Ouais. Comme ça, on te ponctionne jusqu'à mort sans suivre. Je ne sais plus combien de centaines de paysans chaque année se suicident. Aux États-Unis, c'est pire encore. C'est une vraie extermination. Et de l'autre côté, l'État te donne un peu de pognon. Comme ça, si tu ouvres ta gueule, on retire le pognon, donc tu la fermes. C'est tout le problème soviétique, en fait, qui est à la fois le morceau de gâteau qu'on va te donner et de l'autre côté, la badine qu'on va te mettre. Donc, si tu ouvres ta gueule, on te donne un peu de gâteau. Si tu parles de trop, on te met un coup de badine, on te dit attention, plus de gâteau.
et au final, tout le monde la ferme. Donc, que ce soit quelqu'un qui a des allocations familiales ou un entrepreneur qui a une exonération, une aide fiscale, ou au final, tout le monde est à la fois victime et bourreau en même temps. C'est toute la fiction de Bastia qu'il a écrit si merveilleusement il y a 175 ans, qui est si peu connue en France et si connue aux États-Unis. C'est une star ici, Bastia. Ouais. Mais ça, Il y a un institut Bastia au Colorado quand même. Hein. Mais ça, c'est un truc qui me choquera toujours. Et ce qui me choque aussi, d'ailleurs, malheureusement, c'est qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se font battre, mais qui, en fait, sans le savoir, demandent plus de coups de bâton en disant il nous faut plus d'aide. Et il y en a certains qui vont venir, qui vont se faire avoir par les syndicats et par les coopératives, qui vont venir leur dire oui, non, mais en fait, il faut plus d'aide parce que le problème, c'est ça. Bah non, en fait, là, Et tout le monde est formaté hein, à tous les niveaux. Hein. Il est vraiment. Moi, je l'ai bien côtoyé. Hein. Par exemple, un agriculteur qui est dans une coopérative, a une façon de faire, etc. À partir du moment où il veut faire cultiver une certaine plante ou d'une certaine manière, il se fait littéralement défoncer par tout le monde, hein. Par ses voisins, par la chambre d'agriculture, par la coopérative, etc. Aujourd'hui, il y a rien de moins libre qu'un agriculteur. Personne décide, en fait. Un agriculteur, pour moi, il doit pouvoir faire ce qu'il veut, planter comme il veut, récolter comme il veut, vendre à qui il veut, sans aide, sans subvention, sans rien. Et aux États-Unis, on a un vrai mouvement de fond avec ça, tu vois. On a l'agriculture régénérative. C'est souvent des gens qui viennent de la tech, ils viennent pas de l'agriculture. Ils arrivent avec cette vision, ils arrivent avec une vision d'entrepreneur et ils changent littéralement tout. Ils vendent des produits que les gens veulent mais que le marché n'a pas créé. Ils vont s'affranchir de toutes les règles, de toutes les subventions, etc. Et ils vont vendre ça très cher. Mais en face, il y a des clients. En France, c'est tellement ceinturé administrativement que c'est pas possible. Je donne un exemple. Ici, moi, j'ai accès à de la viande non vaccinée. En France, tu n'as qu'à avoir n'importe quel élevage, même un petit élevage, avec des animaux non vaccinés, on te ferme. Administrativement, tu es mort. Donc, tu n'as même pas la liberté de pouvoir le faire. Ça fait juste penser à une parole qu'a eu la Sandrine Rousseau, la communiste des communistes, il y a 2-3 mois, où elle disait « Ouais, j'en ai rien à péter de la rentabilité des agriculteurs. Ah oui. » Et c'est tellement symptomatique de tout ce qui se passe et du niveau de déconnexion qu'ont ces gars. C'est complètement dingue. À partir du moment où il y a un politicien qui dit « j'en ai rien à péter de la rentabilité », il n'y a même pas besoin de connaître la suite. Hein. Il est discrédité dès le départ. Ouais. En fait, c'est des gens qui font vos poches, en fait, d'une manière ou d'une autre. Donc, bien sûr qu'ils n'ont rien à foutre de la rentabilité, puisqu'ils vont faire vos poches pour boucher les trous. Surtout, à la fin, c'est des centaines de millions de morts, quoi. Parce que l'URSS et Mao et tout, c'est pas seulement qu'ils ont tiré sur les gens, c'est qu'ils les ont affamés parce qu'ils en avaient rien à foutre de la rentabilité. C'est que ça commence comme ça aussi. Ils ont la grande famine ukrainienne sous Staline, avec d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu que la responsable du musée dédié à Holodomor en Ukraine était une obèse massive. J'ai trouvé ça un peu déplacé. Faut bien connaître l'histoire, où c'est que les gens, si tu veux, sont missionnés par Moscou pour aller chercher, soi-disant, des stocks, en particulier de céréales, que les gens n'avaient même pas. Donc on leur a tout pris, même ce qui nécessitait, enfin ce qui allait pour les semences de l'année d'après, tout pris ce qu'il leur fallait pour passer l'hiver, etc. Parce qu'on leur avait mis dans le crâne que ces agriculteurs cachaient des choses. Ils n'ont jamais rien caché, ils sont morts. Et aujourd'hui, si tu veux, on est dans un tel délabrement intellectuel. Moi, franchement, je suis très pessimiste. Hein. J'ai bientôt 48 ans. Quand on voit le niveau de débat intellectuel qu'on avait il y a 25 ans, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, hein, même les politiciens, etc., là, on a littéralement affaire à des demeurés qui sont en responsabilité. Moi, j'ai pas de problème, si on devait m'envoyer à un combat, à me mettre aux ordres de quelqu'un que je respecte, parce que je considère qu'il est supérieur en compétences et en connaissances par rapport à moi. Là, aujourd'hui, vous mettez des gens qui sont totalement stupides, qui n'ont jamais fait la guerre, qui n'ont jamais fait leur service militaire, qui n'ont jamais tenu peut-être une arme de leur vie, et qui vous expliquent qu'ils veulent faire la guerre à la Russie. Faut arrêter, quoi. Faut arrêter. On a littéralement des demeurés, on l'a vu avec l'ancien ministre de l'économie en France, qui prennent des décisions, qui engagent la France et les gens qui résident en France. Alors, souvent, j'utilise le terme français, mais en fait, il n'est pas juste. Hein. Les gens qui résident en France, français ou pas français, parce que quand tu es français et que tu te barres de France, tu n'es plus concerné. Par contre, quand tu n'es pas français et que tu vis en France, tu es concerné par les problèmes. Ah oui, c'est vrai. Et on voit des gens qui sont littéralement, c'est des ivrognes volants, qui engagent le pays pour longtemps. Quand tu as Macron qui t'explique, quoi qu'il en coûte, 1000 milliards d'euros de dette, il faut comprendre les générations qui vont se farcir ça, d'une manière ou d'une autre. Hyperinflation, défaut de dette, on s'en fout du détail. Ça va mal se passer au bout.
Si on peut finir en beauté, si tu devais résumer pour ceux qui nous écoutent et qui ont entre 12 et 60 ans, avec quelques petits conseils pour s'en sortir ou au moins un truc à se répéter, comment qu'on pourrait conclure cette vidéo? Eh ben, décidez de devenir libre, décidez de devenir entrepreneur de vos vies, donc libre et responsable. Commencez petit. N'ayez pas peur de commencer petit. On peut commencer tout petit quand on n'a pas beaucoup d'argent, avec peu de capitaux, pas de dette. Essayez des idées dans ces conditions-là. C'est peu coûteux et le risque est minime. Travaillez beaucoup. Il faut aimer travailler, il faut aimer s'investir, il faut aimer chercher de nouvelles idées, il faut aimer essayer. Bon. Et même pour des enfants. Quand on est ado et enfant aujourd'hui, ne pas de façon aveugle s'engager dans des études coûteuses, potentiellement totalement inutiles, avec des diplômes qui vaudront certainement rien dans beaucoup de filières à une échelle de 5 ou 10 ans. Donc il faut bien réfléchir avant de s'engager. Ne pas avoir peur des filières, entre guillemets, manuelles. Aujourd'hui, il y a plein de métiers qui sont revalorisés, en particulier à l'étranger. Tu sais, beaucoup de gens te disent « Ah ouais, mais moi j'ai ça comme diplôme, je pourrais toujours m'expatrier. » Bah, tu vas dans un pays qui n'utilise pas tes compétences, tu fais rien. Par contre, il y a certains métiers, si tu es menuisier, si tu es plombier, si tu es électricien, tu vas dans le monde entier trouver un boulot. Même si tu ne parles pas la langue, même si tu vas commencer petit, tes compétences seront immédiatement valorisées. Elles auront une valeur. Les gens n'ont pas compris que dans la vie, ce qu'on développe, c'est sa valeur. Quelle est ma valeur sur le marché? En tant que patron, en tant que capacité à créer ou en tant que salarié? Qu'est-ce que je peux vendre comme service ou compétence? Et je pense que dans ce monde incertain que nous avons aujourd'hui, plus que jamais, développer de multiples compétences qui sont valorisables, faire un peu couteau suisse, c'est certainement préférable d'avoir une hyper spécialisation en sociologie du changement de sexe ou RSE ou je sais pas quoi, parce que ça va certainement pas durer longtemps. Ou archéologue, on l'a vu passer récemment sur les réseaux, une fille, elle avait fait 10 ans d'études et elle comprenait pas pourquoi elle n'avait pas de boulot en archéologie en France. Mais tu vois, c'est là aussi où les parents ont une responsabilité. Et le système éducatif a une responsabilité. Si par exemple, tu fais un diplôme hyper spécialisé ou que c'est que le seul emploi que tu peux avoir, c'est dans une institution publique, le CNRS ou je sais pas quoi, et qu'il y a 10 postes par an qui se libèrent, bah tu vas pas diplômer 500 Français avec ces postes. Ça sert à quoi? Faut être demeuré, tu vois? Ouais. Et là, le problème, c'est qu'on fait croire aux... Et puis, il y a aussi un problème générationnel de travail. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait croire aux jeunes qui peuvent gagner beaucoup d'argent en foutant rien. Et c'est comme ça que tu te retrouves à avoir, je crois, maintenant 2 millions de personnes qui ont des comptes OnlyFans professionnels. Moi, je pense pas, si tu veux, je dis rien. Moi, je suis pour la liberté, hein. Chacun peut faire ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, je pense en tant que société que c'est pas comme ça qu'on fait rêver les jeunes. Je pense pas qu'en leur disant tu vas faire youtubeur, tu vas faire tiktoker, et puis tu vas te retrouver à Dubaï dans les jets privés financés par des orgies à 30 000 € la nuit, que ça soit un avenir en particulier à donner à des petites filles. Il y a d'autres choses à faire. On peut, par son travail, par son ingéniosité, par son envie de créer des choses. Et puis tu sais, tu as aussi une forme de satisfaction personnelle en tant qu'entrepreneur à créer un service ou un bien que les gens veulent acquérir. Je me suis passionné par plein de sujets, j'ai eu envie de faire plein de choses. Moi, c'est pas les projets d'entreprise qui me manquent, hein, c'est le temps. Mais il y a une vraie valorisation de ton temps à œuvrer en équipe avec d'autres personnes à faire émerger quelque chose qui n'existe pas et le faire exister. Eh ben écoute, encore merci pour ce très bon moment. On est à 1h45, on est sur une petite vidéo. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Et n'oubliez pas, si vous avez apprécié cette vidéo, de rétribuer avec un like, commentez, posez-nous des questions. Alors voilà, les vidéos sortent avec un peu de latence, mais on répond toujours. N'hésitez pas à la partager si ça peut inspirer des gens, à suivre cette chaîne YouTube, à suivre Eat Fat to Be Fit sur YouTube. Et nous, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles discussions. Ciao.